Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 400 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, pour fêter le 400, c'est la grande preview tactique des finales NBA 2025. Oklahoma City Thunder contre Indiana Pacers. On va aborder tous les points tactiques de cette guerre stratégique. Et puis, comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petite étoile. Bienvenue dans Basket Lab. Alors, avant de passer au podcast, juste deux mots. Je vous prends 20 secondes avant ce podcast pour dire merci. Voilà, merci, on est à l'épisode 400, ça se fête comme à chaque fois. Bon, j'avais prévu un podcast autre pour les 400, que j'avais enregistré en amont parce que je savais que ça tomberait pendant les playoffs, mais au final, je voulais pas casser un peu la dynamique et surtout, il y a les finales NBA à couvrir, donc on va y aller sur les finales NBA, sur la preview tactique. Mais voilà, merci à tous, merci pour ces 400 épisodes. C'est une très belle aventure, le Basket Lab, que je m'attendais pas à vivre, mais voilà. Merci pour ces 400 et j'espère que vous serez encore là pour les 400 prochains ou pour les 4000 prochains. On verra. Merci à tous et je vous laisse avec le vrai podcast. La grande preview tactique des finales NBA 2025, Oklahoma City Thunder contre Indiana Pacers. On y est, ça y est, fin de saison, dernier step, dernière série, les grandes finales NBA. Le clash entre Pacers et Thunder, évidemment. Alors, il y a un favori, mais tout de même, je pense que la série peut être largement intéressante. Et un clash entre, d'un point de vue narratif, en tout cas, c'est vendu comme ça, au-delà du duel de jeunes superstars entre SGA et Haliburton, il y a aussi le fait est qu'on a un clash, la meilleure attaque contre la meilleure défense de NBA. Et bon, dans une certaine mesure, je peux comprendre, et il y a une part de vérité, évidemment, mais bon, je peux aussi comprendre l'aspect journalistique il faut bien un peu enrober le truc, et puis il faut aussi le vendre avec un certain angle, un certain point de vue. C'est juste que je peux pas m'empêcher, moi personnellement, quand j'entends meilleure attaque de NBA et que je vois que les Pacers sont cette saison la 10e meilleure attaque à peine, bon, je tique un peu, mais à la limite, c'est pas très grave puisqu'en fait dans l'esprit on y est un peu. C'est-à-dire que notamment les Pacers étaient par exemple l'an passé encore la meilleure attaque de NBA et puis même si sur la saison régulière 2025 ils étaient que 10e pour le coup et que voilà les Cavs par exemple pour moi étaient la meilleure attaque de NBA de cette saison, il se trouve que on arrive quand même sur une dynamique de playoff où les Pacers sont sans doute pas loin de l'être, cette meilleure attaque de NBA. Donc, au final, ça part peut-être à la base d'un point de vue un peu journalistique, mais je pense qu'il y a peut-être un fond de vrai, en fait, dans ce truc-là, dans ce clash un peu stylistique entre attaque Pacers et défense Thunder. Mais, cela dit, c'est pour ça aussi que je veux un peu commencer par le narratif, on va dire, et le côté un peu journalistique de présenter les choses. Mine de rien, faut pas se laisser piéger, à mon sens, là-dedans. Dans le sens où en effet, on a une bonne attaque d'Indiana, enfin une très bonne attaque d'Indiana et une très bonne défense du Thunder, mais n'oubliez pas, nous sommes en finale NBA, nous sommes au dernier step des playoffs, nous sommes vraiment chez l'élite de l'élite de l'élite, donc en réalité, il faut pas sous-estimer aussi l'autre aspect, c'est-à-dire que, en vérité, premièrement, Oklahoma City, c'est une défense historique, peut-être une des meilleures de ces dernières années, mais aussi, dans le même temps, une attaque d'élite, premièrement. Et puis, deuxièmement, les Pacers sont aussi une très bonne défense. Et c'est peut-être même ça, sans doute qui prend un peu moins de lumière, je trouve, mais qui est peut-être le plus important relatif à la progression de cette équipe, c'est que, par exemple, l'an passé, on était plutôt sur le modèle un peu caricatural des Pacers, type très bonne attaque d'élite, mais défense un peu nulle. L'an passé, 2024, je parle de stade de saison régulière, les Pacers étaient première attaque de NBA, d'accord, mais je crois 24 ou 25e meilleure défense sur 30. Donc, clairement, parmi les pires de NBA, il y avait un peu ce côté, voilà, équipe un peu polarisée, etc., etc. Là, d'accord, l'attaque est un peu moins bonne, un peu moins performante, mais je pense qu'il ne faut pas passer à côté du fait que cette équipe est aussi bien meilleure par rapport à l'an passé, parce que la défense a bien progressé. Ne serait-ce que sur des stades de saison régulière un peu global, on va dire, ils sont passés de 24e à 13e défense de NBA cette saison, donc déjà un step-up sur la globalité de la saison, mais d'autant plus, prenons aussi des stats un peu plus resserrées, notamment filtrons pour prendre à partir du 1er janvier, donc janvier, février, mars, avril, sur cette partie de la saison, je vais pas dire la deuxième partie, mais les 2/3 de la saison, et en enlevant un peu le début. En fait, depuis le 1er janvier, nous avons des Pacers qui sont 8e attaque de NBA, bon ça change pas, 8e, 10e par rapport à la globalité des stats de la saison, d'accord, mais surtout 10e défense. Nous avons affaire avec les Pacers 2025 depuis janvier, à la 10e meilleure défense de NBA cette saison. Donc,
Donc, c'est aussi pour ça que je dis attention en un sens à l'aspect narratif. On a également affaire à deux équipes très complètes. Et c'est en ça que, sans doute, les finales peuvent être assez intéressantes. D'ailleurs, au passage, puisque je parle un peu des stats depuis janvier, notez que les Pacers sont également, depuis janvier, sur du plus 5 points de différentiel attaque-défense. C'est beaucoup mieux que le score, on va dire, global de la saison où ils sont à peine autour des plus 2, ce qui est assez banal finalement. Plus 5, on est sur un score de, voilà, en chiffre brut, d'habitude, autour de cette zone-là, des plus 5, on retrouve des vrais, très bons finalistes de conférence. Voilà, donc c'est quand même assez significatif de noter, on va dire, cette progression au cours de la saison qui fait qu'on a une équipe des Pacers qui est sans doute bien meilleure que si vous allez un peu gratter à droite à gauche les stats de saison régulière un peu dans leur globalité. Et puis d'ailleurs, vu qu'on parle de ça, bon, Indiana est à plus 5 points par 100 possession de différentiel attaque-défense. Le différentiel attaque-défense, le net rating, évidemment, c'est le but du basket, hein, de marquer plus de points que l'adversaire, littéralement. Bon, ok, ici, vous le savez peut-être, ils sont premiers de NBA, ils sont sur un score qui est historique, là encore, ils sont à plus 12 ou plus 13, je crois qu'ils sont à plus 13,5 même sur Cleaning the Glass, qui est le site qui enlève un peu le garbage time, les fins de match qui servent à rien. Donc voilà, on a quand même affaire à un favori, on est d'accord. Mais bon, partons un peu sur cette preview, et c'est vrai qu'il y a un peu, encore une fois, dans cet aspect narratif, mais même tactique, hein, même d'un point de vue tactique, il y a un côté plus intéressant, en tout cas un côté assez fascinant, c'est précisément l'attaque des Pacers contre la défense d'OKC. Hein, il y a un peu ce côté, comme je dis souvent, la légende là, ou le mythe de l'épée qui peut briser tous les boucliers contre le bouclier qui peut stopper toutes les épées. Que se passe-t-il quand ce clash arrive? Qui gagne au final? Bon, c'est un peu le côté le plus sexy, donc attaque Pacers contre défense Thunder, mais cela dit, je me pose un peu la question de est-ce qu'au final, ce ne serait pas l'autre côté du terrain qui va un peu décider de tout? Dans le sens où je pense que, encore une fois, le plus passionnant, c'est l'autre, c'est attaque Pacers, défense OKC, parce que c'est là où sont un peu les forces principales des deux équipes, donc c'est là où on a le plus de trucs à dire, de trucs à voir, les batailles vont être passionnantes, etc., etc. Mais en réalité, à quel point va-t-on avoir, malgré peut-être un Indiana qui tient la dragée haute à OKC de ce côté-là du terrain, à quel point va-t-on avoir une vraie série? Dans le sens, finalement, peut-être que Indiana va bien s'en sortir, va arriver à battre la défense quasiment historique, enfin même pas quasiment, la défense historique du Thunder, mais en fait, ce sera pas suffisant, parce que de l'autre côté, ils n'auront pas été assez bons pour freiner l'attaque d'OKC. Donc, c'est un peu là-dessus où je pense qu'il y a un truc intéressant à voir et à observer tout au long de la série, parce que il y a un côté sexy, mais il y a peut-être un côté où ça peut plus vite dérailler, quoi, au final, en un sens, parce que on a une défense du Thunder une défense des Pacers qui est très bonne, qui est en progression depuis l'an dernier, etc., etc. Mais je pense que OKC peut assez vite payer l'affaire de ce côté-là. Et je trouve que c'est un peu, d'ailleurs, la physionomie de série qu'on a eu autour d'avant. C'est-à-dire que au final, la défense des Wolves de Minnesota était pas si mal que ça, je trouve, notamment le drop de Gobert, etc., etc. La défense était pas si mal que ça face à l'attaque d'OKC. Par contre, c'est juste que eux n'ont pas leur propre attaque n'a pas du tout réussi à scorer assez de points. Donc en fait, il y a un côté du terrain qui finalement a assez vite décidé des choses, quoi, pour les Wolves. Alors qu'on s'était concentré sur oui, mais la grosse défense des Wolves, c'est ce côté-là intéressant. Comment est-ce qu'on va stopper SGA, etc. Là voilà, là c'est un peu pareil. Cela dit, c'est pas parce que le côté défense Pacers versus attaque d'OKC est peut-être le point clé de la série, c'est pas pour ça qu'on va se priver de commencer par l'autre côté. Preview de l'autre côté du terrain, donc allons-y, première partie, l'attaque des Pacers contre la défense d'OKC, attaquons par le plus sexy d'entrée de jeu. Bon, de ce côté-là, un premier point de bascule assez évident, assez facile et qui est assez inintéressant, même si, quand on le pondère, il peut être largement capital, c'est évidemment le shot-making. Et par shot-making, j'entends un peu la réussite au tir, notamment à 3 points, mais pas que. Mais voilà, vous savez sans doute, hein, le run de playoff, bon, on est en finale, donc ça fait quand même 4 séries qu'on répète un peu la même chose, en tout cas. Donc il y a un peu de répétition, évidemment, c'est normal, ça fait 4 fois qu'on parle de la même équipe. Mais c'est vrai que sur le run de playoff, les Pacers sont un peu sur un run un peu inattendu au niveau de réussite. Et d'ailleurs, réussite, on l'a expliqué des deux côtés du terrain, parce que d'habitude, il y a un peu la Jedi Defense, donc c'est-à-dire un peu, ce qui est un terme un peu ironique pour dire, bon, en fait, tu maîtrises rien, on ne contrôle pas la réussite adverse à 3 points. La Jedi Defense, c'est un peu pour se moquer en mode, ah, ok, vous êtes des Jedi, vous utilisez la force, hein, pour faire que en face, les mecs ne mettent pas leurs 3 points. Bon, Jedi Defense, et avec Baptiste, on avait inventé le terme Dark Maul, en fait, carrément, parce que c'est pas que un côté du sabre, il y a le deuxième aussi, il y a le fait que non seulement les Pacers sont en réussite puisque les adversaires contre eux ne mettent pas leurs 3 points du tout depuis 2 tours, c'est même assez spectaculaire, à part 2 matchs sur 10 ou 11, là, les 10 ou 11 derniers matchs, il y a 2 matchs où ils ont encaissé des 3 points, mais sinon c'est que des perfs en dessous de la moyenne,
premièrement, mais ça on en parlera tout à l'heure. Mais après, il y a l'autre côté également, le fait que eux-mêmes, les Pacers, mettent tous leurs 3 points quasiment depuis 2 tours. Et là encore, je crois que c'est un truc du genre 2 ou 3 matchs à peine. Je crois que c'est 2 matchs sur les 5 et 5, 10, sur les 10 derniers. Non, 11 du coup. Sur les 11 derniers matchs, donc contre Cleveland, puis contre les Wolves, on a 2 matchs sur 11 à peine où les Pacers n'ont pas shooté, même pas au-dessus de la moyenne, où les Pacers n'ont pas shooté au-dessus des 40% à 3 points. C'est-à-dire qu'à part 2 matchs, à part 2 fessées, une contre les Cavs, une contre les Wolves, contre les Knicks, on a des Pacers qui sont toujours à 40% à 3 points ou à 50% à 3 points. Bon, j'en parle parce que c'est tactiquement un peu inintéressant, hein, pour le coup, de parler de, voilà, il y a un aspect de variance, il y a un aspect aléatoire, donc c'est pas hyper intéressant, mais tout de même, ça peut être vachement important, hein, comme on dit. Je pense que les gens qui disent que la réussite un peu aléatoire à 3 points, la surchauffe un peu à 3 points des Pacers explique tout dans le run de playoff. À mon avis, ces gens-là ont tout autant tort que ceux qui disent que non, il y a 0% d'influence de la part du hasard et de la chance et de la surchauffe à 3 points. Donc, pas intéressant, mais à suivre, et surtout pour 2 aspects, en réalité, parce que là, je parle beaucoup des 3 points, et c'est un aspect, le 3 points, il gagne un peu tout le temps, la bataille de l'aléatoire du 3 points, pour le coup, même si c'est pas que de l'aléatoire, ils arrivent aussi à générer des tirs faciles et des tirs de grande qualité, on va y arriver. Mais il y a aussi un autre aspect qui est assez important, c'est que on a aussi affaire à des Pacers qui sont également un peu en surchauffe, j'ai envie de dire, ou en tout cas qui ont un bon shot-making, qui mettent leur tir, pour le coup, également sur des situations un peu d'isolation, contre des switches ou contre des situations un peu comme ça. Je pense à des Haliburton, notamment, je pense à des Nembhard. Voilà, ces mecs-là, on va dire que sur le run de playoff, pour l'instant actuel, au niveau des 3 premiers tours de playoff, on a affaire à des mecs qui, les fameux step back à 3 points, long tir à 2 points, pull-up sur isolation, ils le mettent. Ils le mettent plus fréquemment qu'auparavant. Donc, ça fait aussi partie de cet aspect shot-making. Mais laissons ça de côté, c'est pas très intéressant, le shot-making, même si ça peut être décisif, hein, je pense. Par exemple, si on a en effet des Pacers qui arrivent encore à mettre beaucoup de 3 points, la série peut devenir très intéressante, puisque de base, ils sont pas favoris, il y a quand même un écart de niveau, je pense. En revanche, si d'un coup on a un retour à la normale, un retour à la moyenne, la loi normale qui toque à la porte là au niveau des finales, et que d'un coup les 3 points rentrent plus, la série peut être assez vite pliée. Et je m'excuse, hein, c'est inintéressant ce que je dis, puisque c'est quand même assez trivial, mais c'est vrai que tout de même c'est assez important. Quid de ce shotmaking, on va dire, point de bascule à surveiller, bien entendu. Bon, au-delà de ça, parlons un peu tactique à présent, maintenant qu'on a un peu évacué ça. Premier point, évidemment, attaque Pacers contre défense de KC. Je pense que c'est la priorité. Je pense que c'est sur cet aspect, c'est ce qui fait que Mark Daigneault ne dort pas depuis 5 jours, qu'il s'est même pas rasé. Je sais pas si vous avez vu la photo, tellement il bouffe du film la nuit qu'il a même pas le temps de se raser le matin. La transition, le duel et la bataille de la transition, et c'est même un peu, un espèce de microcosme au sein de la série où on dit la meilleure attaque de NBA contre la meilleure défense. Là, on a même un duel, ce même duel, mais encore plus précisément, entre la transition offensive d'Indiana et la transition défensive du Thunder. Et bon, sans vouloir non plus refaire le refrain qu'on a fait tous ces playoffs sur la transition d'Indiana, je pense qu'il faut quand même garder en tête le plus important, qui est que pour les Pacers, ce ne sont pas des points bonus, ce n'est pas un aspect du jeu un peu gadget, ça fait intégralement partie de leur attaque et de leur identité offensive. C'est vraiment, on parle pas de quelque chose un peu à la marge, on est vraiment sur, je vais pas dire la moitié de leur attaque, mais presque. En tout cas, ça va pas in fine représenter 100% des possessions vont se terminer en contre-attaque, en transition, mais tout de même, ils vont essayer sur, je pense, 100% des possessions, d'accélérer le jeu et d'aller le plus vite possible, créer ce genre d'opportunité. Donc, voilà. Bon, pas besoin de dire des stats de fréquence, d'efficacité de transition. On a vu pas mal ces derniers temps sur le run des playoffs. Contre les Knicks aussi, on l'a détaillé dernièrement. Vous savez aussi que les stats de transition sont assez incomplètes, malheureusement, et n'arrivent pas à capturer totalement à quel point les Pacers sont fantastiques là-dessus, parce que pour plusieurs éléments de comptabilisation statistique, la transition, c'est pas compté quand il y a un panier encaissé, il compte qu'à partir du moment où il y a un tir qui est loupé ou alors un turnover, etc., etc. Et puis même, il y a aussi un aspect quand on parle de transition, en fait, il n'y a pas que l'aspect de contre-attaque, un peu mode, j'intercepte la balle et puis on part en 2 contre 1 tout seul sur le terrain pour en contre-attaque. Non, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que des 2 contre 1, des 3 contre 0, 1 contre 0. Ça, c'est un peu la contre-attaque un peu facile, ce qu'on a un peu en tête quand on parle de contre-attaque d'habitude. Mais dans le jeu de transition des Pacers, il y a aussi l'aspect de semi-transition. Le truc qu'on répète depuis des mois et des années, même sur le Basket Lab, c'est en fait cette notion de, c'est pas totalement une contre-attaque au sens où on l'entend
habituellement, mais néanmoins, c'est pas non plus du jeu posé. Et pourquoi ? Parce que en réalité, c'est essayer d'accélérer et de pousser le ballon le plus vite possible vers l'autre côté du terrain et d'attaquer avant que la défense en face ne se mette en place. On a déjà parlé longuement de la semi-transition pour les Pacers. On a d'ailleurs aussi beaucoup parlé pour OKC eux-mêmes, qui c'est un peu une des manières qu'a trouvé OKC pour contourner un peu le quadrillage du terrain à l'époque de Denver au deuxième tour, ou même des Wolves en finale de conf. C'est SGA, plutôt que d'attendre jeu posé que les mecs en face rétrécissent le terrain et t'empêchent de driver, attaque avant que ça se mette en place, remonte la balle, et voilà. Bref, on a déjà parlé beaucoup de la semi-transition, mais en un sens, c'est un peu les Pacers 2025 ou 2024, comme vous voulez, mais cette itération des Pacers, c'est un peu le 2.0 de ce qu'a pu être Mike D'Antoni à l'époque des Suns, et le fameux 7 seconds or less, littéralement les 7 secondes ou moins. Au passage, parenthèse, il y a un excellentissime bouquin qui est un des piliers de la littérature basket américaine, bouquin de Jack McCallum, qui est un journaliste qui avait passé justement une année complète dans le coaching staff de nos amis les Suns à l'époque, les Suns de Mike D'Antoni. Et le bouquin, je vous encourage à aller l'acheter puisqu'il a été traduit par notre ami Lucas Saidi, qui l'a traduit il y a quelques années. Donc allez-y, vous pouvez le trouver en français, c'est une merveille. Voilà, fin de la parenthèse. Mais ce que je veux dire, c'est que on appelait ça 7 seconds or less pour une raison. C'était l'idée de, en plus, dans les années 2000, avec ce jeu très lent, c'était, en fait, dès qu'on a une opportunité, on va la prendre. On accélère et dès qu'on a un tir ouvert, on le prend. Plutôt que, allez, on remonte doucement, on met en place le post-up, on donne la balle au post-up, etc., comme avant. Et en fait, on a exactement pareil avec les Pacers actuellement. C'est sans doute peut-être même la prochaine révolution NBA, c'est à quel point est-ce que cette semi-transition pourrait pas se démocratiser et que tout le monde, finalement, aille chercher des points là-dessus. Bon, on verra pour plus tard. Mais il y a clairement cette idée de, encore une fois, 7 seconds or less. Et les Pacers, c'est ça. D'ailleurs, la stat un peu, presque envie de dire de l'année, si on part avec ce prisme de potentiellement c'est une évolution, une révolution à venir que cette semi-transition. La stat un peu de l'année pour moi, c'est contre les Knicks, finale de conférence. Sur NBA.com, on peut décortiquer, on peut scinder une possession offensive selon les secondes restantes à l'horloge. Donc en l'occurrence, entre 0 et 7 secondes restantes à l'horloge, entre 7 et 18 secondes, et puis entre 18 et 24. Bon, voilà. Et grosso modo, les Pacers, entre 18 et 24 secondes, ils ont tenté autant de tirs en termes de fréquence, autant de tirs que entre 0 et 7, donc autant de tirs en fin de possession qu'en tout début, premièrement, mais surtout, ils ont shooté à un IFG, effective field goal, on s'en fiche, mais à 73% d'IFG. L'IFG étant un pourcentage, on fait comme si tous les tirs étaient à 2 points, donc ça nous fait à peu près 1,46, presque 1,5, vous voyez, 1,5 points par tir tenté. Je peux vous dire que la moyenne NBA, en général, qui englobe tout, la moyenne NBA, elle est à 1,15, 1,14, 1,15 actuellement, l'offensive rating moyen, enfin les points par tir moyen, on va dire. Mais voilà, on a clairement une différence qui est assez énorme. Et cette semi-transition, elle est parfaitement illustrée ici. Contre les Knicks, sur l'entièreté de la série, ils ont shooté avec une réussite absurde et sur pas mal de tentatives en plus, entre 18 et 24 secondes. Donc il y a vraiment ce truc, quand on parle de transition des Pacers, il y a ces deux aspects. Il n'y a pas que l'aspect de... Attention, il ne faut pas qu'on perde des ballons, parce que si on perd des ballons, ils vont se projeter très vite en contre-attaque, en 1 contre 0, en 3 contre 0, etc. Non, il n'y a pas que ça. Il n'y a même surtout pas que ça. Il y a aussi le fait que Indiana va accélérer le jeu, et si c'est pas de la vraie transition, de la vraie contre-attaque, ça peut être aussi de la semi-transition, pour expliquer aussi pourquoi ça marche aussi bien et pourquoi est-ce que les Pacers vont chercher ça. Il y a plein d'avantages, évidemment, et notamment contre OKC. Déjà, premièrement, ça aide à générer des bons tirs, des tirs faciles. Et tout à l'heure, quand on parlait un peu de la surchauffe à 3 points, il y a un élément énorme de réussite un peu aléatoire, certes, mais il y a aussi le fait que peut-être ça a été un peu boosté et facilité, cette réussite aléatoire, par des tirs de très grande qualité, des 3 points générés de très grande qualité. Or, ça, c'est permis par le fait d'attaquer très tôt dans la possession avant que le terrain soit quadrillé, avant que les stunts se mettent en place, avant que le pick and roll soit, le mec du pick and roll dise attends, je vais défendre comme ça, toi t'es dans le bon angle, tu traverses de cette manière, etc., etc. Non, attaquer très tôt, ça permet en fait d'aller chercher et de créer des décalages extrêmement facilement. Et c'est d'autant plus important, et ça va l'être encore plus dans cette série et ses finales. Pourquoi ? Parce qu'en face, on a la meilleure défense de NBA depuis peut-être 20 ans, ou peut-être plus. Mais quand je parle de défense, ici, pour le coup, je parle surtout de demi-terrain. On a affaire avec OKC à une défense de demi-terrain, de jeu posé, qui est absolument extraordinaire. Donc, l'accent va être mis, à mon avis, d'autant plus sur cette priorité de générer de la semi-transition. Pourquoi ? Parce que
Vous faites face à la meilleure défense de demi-terrain, défense tout court, mais notamment de demi-terrain, depuis 20 ans. Vous préférez l'affronter ou bien, tant qu'à faire, essayer un peu de l'éviter, justement, et de faire en sorte qu'on déroule des possessions, on crée des décalages, on crée des tirs en dehors de cet affrontement un peu basique et un peu de jeu posé. La réponse, elle est évidemment très facile. C'est aussi pour ça. C'est parce que OKC est à ce point terrifiant sur le jeu placé, les rotations, les peel switch, les scrum switch, le switch, n'importe tout ce que vous voulez dans cette défense de demi-terrain d'OKC. À mon avis, la priorité va et devrait être, ou plutôt l'inverse, devrait et va, à mon avis, être mise sur le fait d'accélérer le plus possible pour ne pas affronter réellement cette défense-là, mais plutôt l'éviter et obtenir des possessions un peu autrement. Et ça peut clairement, pour moi, alors on n'aura pas de stats parce que les semi-transitions en soi, il n'y a pas de stats qui répertorient ça, et puis c'est compliqué à mesurer, etc. Mais ça peut être une clé de la série. Je pense que si on le calcule à la main, à quel point Indiana peut générer ce genre de possession. Et je parle pas de la vraie contre-attaque, là je parle de la semi-transition. Si on a une série où les Pacers n'arrivent à avoir à peine 5% de possession sur semi-transition où le décalage est plus facile à venir, versus 30, 35, ça fait toute la différence. Donc c'est un point de bascule à mon avis qui est énorme. Donc premier avantage de ça, c'est arriver à générer des tirs faciles parce que en face, c'est pas une vraie défense, c'est pas la même défense que une défense de jeu posé, premièrement. Deuxièmement, ça crée aussi des cross-matchs. Donc littéralement ce qu'on appelle des cross-matchs, donc des match-up croisés. Pourquoi ? Parce que en l'occurrence, quand on accélère en transition, quand on se projette très vite, quand on accélère balle en main ou même sans la balle, forcément la défense en face, dans son repli défensif, il faut qu'elle arrive à combler les brèches. Mais elle se fait parfois bon an mal an. Elle se fait pas parfaitement. Quand il y a, Siakam qui va s'échapper, si c'est SGA qui est le plus proche, il va quand même le prendre. Il va quand même au moins aller le défendre et empêcher qu'il soit totalement ouvert. Voilà, colmater les brèches tant qu'on peut. Mais ça veut pas dire qu'ensuite, la brèche est comblée, donc il y aura pas de possession en soi sur transition. On arrête, on remonte la balle et on fait pas la passe en avant. Non, on remonte et on joue une possession de jeu posé. Mais vous remarquez que c'est une possession où de base on part avec un avantage. De base, cette projection qui a forcé un repli un peu de facto et bon an mal an et pas parfait, mais pour au moins éviter qu'un mec soit ouvert totalement, ce repli a créé forcément un mismatch quelque part. Soit un gros qui est obligé de défendre un petit, soit un petit qui défend un gros, un ailier qui est pas sur le bon mec, etc., etc. Et donc, finalement, il y a aussi une partie de, premièrement, créer des décalages plus facilement, ou des tirs, mais même quand ces tirs ne sont pas là de suite, tu peux ensuite entamer ta possession de demi-terrain avec déjà un avantage, déjà un mismatch à attaquer, et donc c'est totalement différent. Il n'y a pas du tout à travailler de la même manière, donc deuxième avantage. Et puis le troisième, c'est aussi pour Indiana d'opérer avec des multiples porteurs de balles. Ce qui finalement est une constante dans la carrière tactique de Carlisle. Il le fait depuis à Dallas, il a même fait à Dallas quand à l'époque il avait des joueurs un peu nuls, mais il arrivait à faire des choses très bien avec des porteurs de balles, multiples porteurs de balles en même temps sur le terrain. Là, c'est vrai que dans cette ère Carlisle aux Pacers, ça se marie encore mieux avec cette transition. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'un moteur, il y a un moteur fabuleux qu'à Liberton, mais il n'y en a pas qu'un de moteur. Il y a Liberton, mais il y a aussi Nembhard, il y a aussi éventuellement, McConnell évidemment qui va sortir du banc en tant que meneur backup, mais c'est un meneur, mais Mathurin aussi peut accélérer balle en main éventuellement, j'en oublie, mais d'ailleurs également Siakam. C'est un énorme avantage d'avoir Pascal Siakam qui peut accélérer et qui, pour justement des standards un peu d'intérieur, est excellentissime sur le côté porter la balle, remonter la balle. Donc, d'ailleurs, petite parenthèse, c'est ce que Baptiste nous a expliqué aussi sur les finales de conf quand on a fait le bilan il y a 1 ou 2 jours. C'est que d'un côté, les Pacers, ils ont fait face aux Knicks qui avaient un seul moteur, un seul vrai porteur de balle d'élite. Ils ont fait un pressing tout terrain sur Brunson et donc, c'était fini. Les Knicks n'ont pas pu partir en transition, donc c'était stoppé. Alors que de l'autre côté, les Knicks, ils ont fait pareil sur Liberton, sauf que il restait d'autres porteurs de balles à côté. Donc, voilà, c'est un peu pour ça que la transition est, à mon avis, à ce point clé, et pour Indiana, et pour OKC, d'essayer de les stopper. Mais là où ça devient hyper intéressant, c'est qu'on a affaire à, peut-être, même assez sûrement, la meilleure équipe de contre-attaque, transition, etc. de NBA. Mais en face, on a également affaire à la meilleure défense de transition de NBA aussi. Donc là, on retombe un peu sur le mythe, à chaque fois j'utilise ça, mais le fameux mythe de l'épée capable de transpercer tous les boucliers versus le bouclier mythique capable de stopper toutes les épées. Quand les deux se rencontrent, que se passe-t-il ? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Là, c'est aussi en ce sens que c'est intéressant et que ça peut être même passionnant, c'est que finalement,
Bon, qu'est-ce qu'on a eu au premier tour? Les Bucks, évidemment, ils se sont fait déborder. Ça, les Bucks sont catastrophiques en défense collective, notamment aussi un peu sur le repli. Deuxième tour, c'était quoi? C'était les Cavs qui ont aussi souffert pour le coup là-dessus. Les Knicks également. Là, c'est une toute autre histoire. Là, on a affaire à une défense qui est d'élite. Déjà, en termes de stats, vous pouvez les regarder, ils sont classés très très bien en défense de contre-attaque, premièrement. Deuxièmement, si vous connaissez un peu, vous avez vu des matchs, donc laissez tomber les stats, les matchs, vous voyez aussi que, en effet, tactiquement, visuellement, on peut l'observer, ça, ce côté repli défensif génial. Et puis même, de surcroît, en réalité, on a même déjà vu cette équipe même d'OKC, arriver à stopper totalement, et je dis bien totalement, la contre-attaque d'élite d'un adversaire et de remporter la série de cette manière. Je parle évidemment de la série contre les Denver Nuggets. Denver qui est aussi une équipe d'élite en contre-attaque offensive. Ils ont beaucoup de points qui vont chercher là-dessus. La victoire d'OKC dans cette série, c'était quoi? C'était de réduire ses marges de la part de Denver, c'est-à-dire les priver un peu de rebond offensif juste assez, les priver d'accès au panier, les priver un peu de tir au panier ou de lancer franc, voilà, ce genre de choses. Gagner aussi la bataille des turnovers, ce qui a un peu retiré des marges à Denver, mais surtout la bataille de la transition, où Denver, d'habitude, va aussi chercher beaucoup de points de cette manière. Qu'a-t-on vu sur cette série? On a vu un match 1 qui a été cata pour OKC, où là, c'est pour le coup Denver qui avait réussi à imposer sa patte. Donc Denver, fréquence de transition match 1, fabuleux, des points en veux-tu, en voilà, en contre-attaque, d'accord. Mais post-match 1, le Thunder a été impérial pour limiter et même quasiment stopper et priver Denver de contre-attaque. Et ça a été, je trouve, la clé de la réussite d'OKC dans cette série. Et pour vous dire, post-match 1 qui a été une perf très nulle, match 2, 3, 4, 5, 6, 7, ce sont des performances qui sont au-delà du 70e ou 80e centile, je crois, en termes de défense de contre-attaque, à la fois en fréquence et à la fois en efficacité. Donc, voilà. Il y a la théorie, il y a le fait qu'il y a des jeunes, voilà, le repli est bien fait, il y a une question d'effort aussi, il y a le fait qu'on les a déjà vus faire en play-off contre une attaque d'élite de transition, d'accord. Et puis, on peut rajouter aussi, pour le coup, il n'y a pas qu'une question de repli, enfin, il n'y a pas qu'une question d'intensité. Souvent, on dit le repli défensif, la contre-attaque défensive, c'est le repli, c'est l'effort. Hein. Il faut vouloir, il faut juste, presque, parfois on dit la caricature, il faut faire les efforts. En l'occurrence, c'est vrai, mais il n'y a pas que ça. Avec OKC, il y a aussi le fait que tu as aussi des profils qui sont absolument géniaux, quoi. Et par là, j'entends les grands assez mobiles qui peuvent revenir très bien, Chet Holmgren, Hartenstein, etc. Mais pas que, en fait. Tu as aussi le fait que tu as des défenseurs, ce qu'on appelle au point d'attaque, au point of attack, le point d'attaque, donc littéralement le premier rideau, et surtout le premier rideau sur les petits, sur les initiateurs d'action, initiateurs d'attaque. Tu as une escouade qui est la meilleure de NBA. Allez, une des 2-3 si vous voulez pinailler avec peut-être les Rockets qui sont aussi très bons là, Amen Thompson, Van Vliet, tous ces mecs là, Dylan Brooks, ok, mais bref, on s'en fiche, moi je pense qu'on peut leur donner OKC est peut-être la meilleure escouade de défenseurs du point d'attaque, et je parle évidemment là de Lou Dort, d'accord, mais surtout des Caruso et aussi des Keith Nolas. Et donc là on a un peu la réponse en miroir de tiens, Indiana a des multiples porteurs de balles pour éventuellement lancer la transition ou la semi-transition de plein de manières et par plein de joueurs différents, d'accord. Mais en face, effet miroir, OKC a peut-être les armes de répondre à ça. Et OKC, si ça devient un problème, OKC peut également aligner des line-up avec Caruso et Wallace, voire même Lou Dort en même temps, qui en fait va venir, chacun va presque venir en individuel sur le potentiel porteur de balle dangereux. Donc, pas que à Liberton, tu mets aussi Caruso sur Liberton, Kesnola sur Nembhard, et même, je rajoute, le fait est que tu peux aussi avoir Jalen Williams, qui est un parfait prototype et morphotype, plutôt, à mettre sur Siakam, et pour contenir Siakam. Hein, on disait, c'était l'avantage de Siakam dans cette équipe, c'est que c'est un poste 4, c'est un intérieur qui peut initier cette contre-attaque, qui peut remonter la balle lui-même, parce que excellent porteur de balle pour ses mensurations et pour son poste, d'accord. Et contre les Knicks, ça a été un problème. Ça a été un problème, pourquoi? Parce que le fait est que Thibodeau a voulu jouer la carte du rebond offensif, donc il a dû jouer beaucoup de minutes Mitchell Robinson, donc on s'est retrouvé avec 4 Karl-Anthony Towns, non pas sur Turner, mais sur Siakam. Or, là, ça a été un mismatch de transition qui a été évident. À la fois pour quand Siakam s'échappait un peu tout seul sans la balle, mais aussi parfois quand Siakam remontait la balle. Donc le match-up était nul. En pressing tout terrain, Karl-Anthony Towns, non, pas trop. on veut pas trop. Là, Jalen Williams, c'est parfait. Donc voilà, on peut aussi imaginer ça, et en tout cas se rassurer en disant que OKC a les armes. Les armes sur des petits, sur des Nembhard, sur des Liberton ou sur des Mathurin, plus aussi
une arme avec Jalen Williams ou Kenrich Williams d'ailleurs, qui je pense va aussi pas mal jouer sur la série. Kenrich qui peut, qui est là encore un ailier défensif, qui peut parfois jouer un peu backup 4 ou 5, mais qui est aussi un ailier en termes de morphotype, qui peut totalement être mis sur un Siakam et faire un pressing tout terrain ou au moins contenir un peu tout terrain. Donc vraiment, OKC a les armes pour ça. Pas que le repli, pas que l'intensité, pas que Mark Daigneault qui les a bien coachés, qui allez bouger aux fesses, non. Il y a aussi le personnel défensif qui est absolument extraordinaire et qui est parfait finalement pour stopper tout ça. Et puis en plus, de surcroît, rajoutons un élément qui est important, c'est que OKC ne se soucie guère du rebond offensif. Donc là, on est passé de l'autre côté. Là, on parle du rebond offensif de OKC. Mais on a affaire en basket, vous le savez, comme je le dis souvent, c'est les vases communicants. C'est-à-dire que un côté du terrain affecte toujours l'autre côté du terrain. C'est pas des batailles séparées, c'est pas que des possessions défensives ou qu'offensives. Il y a un peu des, bon voilà, par exemple, si vous voulez mettre un line-up très défensif pour stopper un tel ou un tel, vous pouvez le faire, mais ça aura des conséquences puisque ces mêmes mecs-là, vont devoir jouer la possession offensive. Donc, ça va aussi affecter ton attaque. Bref, les vases communicants, on connaît un peu l'expression, mais ce que je veux dire, c'est que les Knicks, eux, ils sont un peu fait piéger. Pourquoi ? Parce que les Knicks avaient besoin de ces points de rebond offensifs. Les Knicks, ils ont un peu joué cette carte-là. Ça a failli marcher, ça aurait pu marcher. Bon, dans les faits, ça n'a pas été si génial que ça. Ils ont fait des bons scores, mais peut-être pas assez, parce qu'Indiana a aussi su répondre. Mais bref, les Knicks ont eu besoin d'attaquer le rebond parce qu'ils avaient besoin de ces points-là pour que leur attaque soit viable et leur attaque fonctionne. En l'occurrence, OKC, ce n'est pas du tout le cas. Et donc, on parle de ça pourquoi ? Parce que qui dit attaquer le rebond offensif, pardon, je l'ai pas dit, mais qui dit attaquer le rebond offensif quand on est les Knicks ou quand on est OKC, ça veut dire aussi se projeter sur ce rebond et donc ne pas faire le repli. C'est aussi c'est là-dedans que réside l'astuce. En tout cas, le problème de ces vases communicants, c'est que en général, quand tu peux attaquer le rebond offensif, tu fais pas le repli en même temps, tu peux pas tout faire. Donc, les Knicks sont un peu fait avoir là-dessus en partie. Et OKC, c'est vrai que en fait, ils ont une attaque qui est totalement viable autrement et qui est, même c'est une équipe qui ne se repose absolument pas sur ce domaine du jeu pour avoir des points supplémentaires. Et même, allons plus loin, je pense que Mark Daigneault et OKC, si sur la série ils doivent prendre 0 rebond offensif et prioriser le rebond à chaque possession, ils le feront et ça n'handicapera pas leur attaque parce que ce n'est pas leur manière de fonctionner et ils ne comptent pas sur ces points-là. Donc, on peut totalement s'imaginer une consigne qui va être donnée impérativement une consigne en 2 temps, par exemple, de dire, dès que le tir est pris côté OKC, repli immédiat, notamment SGA, notamment les gros, Hartenstein, éventuellement Jalen Williams s'il joue, mais Chet Holmgren, etc., etc. Donc ce côté où dès que le tir est pris, hop, on dégage, on fait le repli pour pas se faire avoir, d'accord, premièrement, et on peut rajouter aussi en plus, en bonus, pourquoi pas un espèce de marquage individuel, on va dire, où pendant que les gros ils reviennent en défense pour pas se faire avoir, on a aussi de l'autre côté un Caruso, un Case Nolas qui vont foncer vers Haliburton dès que le tir est pris pour, grosso modo, pour le mettre la pression directement. Donc en fait un peu ce côté défense en 2 temps, mais qui va être aussi permis. Pourquoi ? Parce que ces mecs-là, donc à la fois les gros pour faire le repli directement et également les petits pour aller au pressing individuel dès que le tir est tenté, ils peuvent le faire parce qu'ils n'ont pas à se soucier d'attaquer le rebond offensif. Donc ils ont ce laps de temps là, le 1 seconde ou 2 où le tir est tenté, où le tir est en l'air, tu peux directement commencer à embrayer sur ce genre de stratégie d'un côté et de l'autre pour stopper en fait la contre-attaque. Donc le fait est que cette force d'OKC de ne pas se reposer sur le rebond offensif fait que le repli et la défense de transition, la transition défensive va être, à mon avis, peut être beaucoup plus priorisée et arriver à atténuer en partie au moins la contre-attaque offensive des Pacers. Bon, une fois que j'ai dit ça, dans ces fameux vases communicants, rebond offensif, repli, etc., mini parenthèse, mais je veux pas faire trop long, mais et si, au contraire, Mark Daigneault faisait tout l'inverse. Et ça me fascine, ça m'intéresse parce que c'est en partie ce qu'il a un peu fait contre les Wolves en finale de conf, c'est-à-dire, pourquoi pas, y aller franchement et essayer d'aller pilonner au rebond offensif. Bon, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu racontes ? Tu viens littéralement d'expliquer l'inverse, donc oui, effectivement. Mais en fait, il y a aussi ce truc parfois de, quand tu vas pas au rebond, tu peux faire le repli, mais il y a parfois, et peut-être de manière un peu contre-intuitive, parfois l'inverse qui se passe, c'est-à-dire que certaines fois, et notamment le cas des Rockets, le cas des Grizzlies parfois, ou d'autres équipes un peu comme ça, les Knicks parfois aussi, ça peut arriver, il y a ce truc qui paraît contre-intuitif de, finalement, tellement tu attaques le rebond offensif et tellement tu mets de pression, tu crées un effet de dissuasion où les mecs en face, ils peuvent pas se projeter.
Parce qu'il faut bien protéger le ballon, il faut bien protéger le rebond, il faut bien faire un box-out. Si t'as 4 mecs qui arrivent, tu peux pas te permettre de toi dire non, mais ok, moi je pars en contre-attaque, c'est pas grave, on va laisser, mes potes en sous-nombre contre 4 mecs qui attaquent le rebond offensif. Non, il y a aussi cet effet dissuasif de prendre des ballons. Donc si toi, en tant que attaque, tu arrives à prendre le rebond offensif, c'est un ballon qui peut pas ensuite partir de l'autre côté, en contre-attaque déjà, premièrement. Mais même, il y a un effet dissuasif de ils arrivent à beaucoup, ils sont dangereux, il faut quand même qu'on fasse l'effort de faire le box-out, sinon on va se faire pilonner, quoi. Et j'en parle, mais je ne veux pas trop développer parce que ça peut être mineur, et je pense que c'est une stratégie qui peut être utilisée, mais peut-être pas sur l'ensemble d'un match. Donc d'ailleurs, regardez un peu la série contre les Wolves au tour d'avant, finale de conf Ouest, ça a été fait, mais ça a été fait par séquence, en vérité. On a vu des séquences où ça a attaqué le rebond offensif de manière assez impressionnante, à la fois Hartenstein, à la fois aussi Jalen Williams qui peut attaquer depuis sa position dans le périmètre, Jalen ou Kenrich Williams, mais aussi d'ailleurs, pourquoi pas, les petits, les fameux petits dans le dunker spot. OKC utilise beaucoup les petits dans le dunker spot, donc littéralement autour du panier. Pourquoi ? Parce que il y a des conséquences tactiques de si on a Caruso sous le panier, ça veut dire que son défenseur c'est un petit également, et c'est pas un grand, et donc c'est son défenseur qui est un petit qui doit être le protecteur de panier, donc c'est pas bien. Bref, on a aussi des Lou Dort, des Caruso, des Wallace, des mecs comme ça, parfois sous le panier, qui donc sont en position pour le rebond offensif. Donc voilà, je pense qu'il y a cette carte qui peut être jouée par séquence pour faire mal, et aussi pourquoi ? Il y a un effet dissuasif, mais il y a aussi un effet en tout cas il y a un aspect intéressant de tenter par moments ceci. Finalement, les Pacers, c'est une de leurs faiblesses. Et c'est en ça que je peux comprendre la stratégie aussi de Thibodeau, qui n'a pas marché in fine, qui aurait pu marcher d'ailleurs au passage, mais bon bref, laissons ça de côté. Mais on peut comprendre la stratégie de Thibodeau, et on pourrait comprendre Mark Daigneault d'utiliser ça et de faire ça par séquence. Pourquoi ? Parce que les Pacers ne protègent pas du tout bien ce rebond. Eux, ils sont assez nuls. Donc en fait, si tu viens un peu insister, si tu viens un peu agresser et pilonner parfois rebond offensif sur quelques séquences, notamment quand Hartenstein est sur le terrain, ou quand Chet va couper depuis le corner pour apporter un surnombre aussi au rebond offensif, ça peut être utile et ça peut marcher, parce qu'en face, tu parles pas d'une défense qui est géniale pour empêcher ces rebonds offensifs. Donc voilà, pourquoi pas avoir par séquence, on verra. Peut-être je dis n'importe quoi, peut-être que les Pacers sont tellement impressionnants sur la contre-attaque que Mark Daigneault va dire non, on peut même pas se permettre de tenter ça, restons en repli full time, on verra ça. Bref, fermons un peu ce chapitre-là, quoique on peut aussi dire que il y aura un autre avantage à faire ça, c'est que on l'a vu contre les Knicks, quel a été un peu l'ajustement des Pacers, ça a été de sortir un peu de sa boîte un mec comme Tony Bradley. Tony Bradley a été envoyé en défense individuelle, presque, défense individuelle de box-out sur Mitchell Robinson, pour un peu atténuer l'effet rebond offensif, ce qui a un peu marché pour le coup. Mais imaginez si Hartenstein fait des dégâts, si Caruso fait des dégâts au rebond offensif, si les mecs attaquent à 2, 3, 4 même, et que voilà, on crée un peu cette pression, à ce moment-là, tu peux presque arriver aussi à dicter quels sont les line-up en face. Et donc, si un Tony Bradley vient rentrer sur le terrain pour apporter ses box-out, non seulement c'est un mec qui est plus lent, donc le côté vivacité, le côté rythme, le côté transition, le côté shoot aussi ne sera pas là, donc ça handicape un peu l'attaque des Pacers, encore une fois, les vases communicants. Mais même, ok, tu fais rentrer Bradley qui va jouer 10 minutes, 15 minutes et qui va faire ses box-out, mais de l'autre côté, c'est un cadeau. C'est un cadeau à donner pour SGA, ça. Le fait d'avoir un Tony Bradley sur le terrain, les Knicks sont pas tant que ça arrivé à le punir. Ok, ici, eux, ils vont se faire plaisir. C'est vraiment une proie facile. Donc, à voir à quel point, en plus, ça va être rentable de mettre un défenseur de rebond. Si de l'autre côté, il te coûte autant, voire même plus de points sur quand lui doit défendre, quoi. Donc bref, fermons un peu ce chapitre-là, pour le coup. Mais là où je pense que ça peut être utilisé, mais ça ne règle pas tout, et on ne pourra pas imaginer une série entière là-dessus, avec cette idée de attaquant le rebond offensif pour diminuer leur transition de l'autre côté. C'est que Indiana, c'est qu'une partie mineure de leur jeu de transition. Indiana n'attaque pas et ne se projette pas qu'après un rebond, en fait, ou après une possession qui mène à rien. En fait, les Pacers sont aussi très bons pour se projeter après un tir qui a été marqué. Et donc, toi, t'es content, tu te dis, tiens, on a réussi à prendre le rebond offensif, hop, on marque le panier, très cool, super. Sauf que derrière, tu clignes des yeux, et en fait, les Pacers, ils disent, très bien, sauf que t'as voulu attaquer le rebond, t'es proche de notre panier, super, t'as eu le panier en plus, très bien. Et nous, en une seconde, passe vers l'avant à Liberton, vers un mec qui s'est échappé, et puis 3 points ou 2 points, quoi. Donc finalement, le fait que Indiana génère aussi une grande partie de ses transitions hors tir loupé et hors rebond, mais aussi après un tir réussi,
fait que tu peux pas trop te permettre d'attaquer ce rebond offensif. Mais bref, fermons la parenthèse ici. Donc, transition, c'est le point principal, numéro 1. La bataille de la transition, on l'a assez bien décrit, je pense. Le deuxième point, ça va être la bataille du pick and roll et la question donc des match-ups, puisque tout ceci est lié, évidemment. Et je vais un peu mettre tout ça ensemble parce que, comme dit, on a un lien qui est très fort entre les deux. On a conséquence, cause-conséquence. Mais la question pour moi, ici, au niveau du pick and roll, ça va être comment OKC va gérer, comment OKC va aborder la défense du pick and roll à Liberton. Et ce qui est sympa, c'est qu'on a vu plusieurs itérations sur ces playoffs. On a vu Milwaukee qui est parti beaucoup sur du drop. Donc, Brook Lopez qui va rester en retrait par rapport au niveau de l'écran pour rester proche du panier, protéger le panier, etc., etc. Bon, on a vu qu'Haliburton peut punir avec un pull-up à 3 points. Si le défenseur reste bas, Brook Lopez il reste bas, j'ai de l'espace pour un pull-up à 3 points, ou alors un pull-up à 2 points, ou alors un flotteur dans la mi-distance, plus faire des dégâts avec le rollman aussi qui peut plonger dans le dos de Brook Lopez, etc., etc. Ça marche pas trop. Et de toute façon, ok, ici, ils peuvent le faire le drop, mais c'est pas trop leur truc. Non, pour moi, la question c'est, va-t-on partir en switch ou va-t-on partir en edge? Et pour revenir, sur le run de playoff, les Cavs ont commencé en switch, ils se sont fait punir, mais on va y revenir. De l'autre côté, les Knicks, ça a été un peu un mix des deux, et là encore, switch, ils ont été punis, et edge, donc monter au niveau de l'écran, un soft edge, je monte au niveau de l'écran pour essayer de contenir le ballon, forcément, ça a d'autres conséquences, et Haliburton a pu punir. Mais pour expliquer, pourquoi est-ce que les Cavs sont partis en mode, on va faire un switch? C'est une question intéressante qu'on avait déjà traitée pour le coup, mais rappelons aussi pourquoi est-ce que Kenny Atkinson avait voulu faire ça. C'est que, grosso modo, l'idée c'est que tu fais face à un passeur de génie. Moi, je pense que le terme n'est pas galvaudé, il y en a peut-être 3-4 en NBA actuellement. Si on prend l'aspect cérébral, je pense qu'un mec comme LeBron ou Chris Paul, ils sont Jokic, Doncic, mais voilà, après on s'arrête à Haliburton. Mais je pense que le terme n'est pas exagéré. On a affaire à quelqu'un qui, en termes de passing, est absolument extraordinaire. Or, quelle est la conséquence d'une défense traditionnelle du pick and roll? Quand je dis traditionnelle, c'est de rester soit un edge, soit un drop. Voilà, de défendre un peu, pas un switch. Une défense traditionnelle va forcément concéder un décalage quelque part. Puisque c'est même le seul intérêt du switch, c'est que switcher sur l'écran, changer sur l'écran, permet de ne concéder littéralement aucun décalage au moment de l'écran. Moi, je prends lui, toi tu prends lui. Voilà, il n'y a personne qui peut s'échapper pick and pop, il n'y a personne qui peut s'échapper au pick and roll, en tout cas en théorie. Mais voilà, l'intérêt du switch, c'est de concéder aucun décalage. Alors que si tu fais un drop, si tu fais un edge, finalement, tu peux en arriver à des situations parfois de 2 contre 1 sur le porteur de balle. Or, ce porteur de balle, quand c'est Doncic, Jokic ou Haliburton, le passing peut te décortiquer tout ça, peut te démanteler ta défense. Si tu offres un décalage à Haliburton, il peut passer par-dessus, il peut aller chercher le corner opposé, voilà, il peut à peu près tout faire, Haliburton. En plus, avec sa spécialité des jump pass, de je saute avant de faire la passe, c'est comme ça l'angle de passe est encore meilleur et je peux trouver encore plus de solutions. Plus son aspect aussi de decision making, la prise de décision, parlons français tant qu'à faire, qui est extraordinaire, c'est-à-dire avec très peu de déchets et beaucoup de très très bonnes décisions, décidément. Et donc, en réalité, ce que les Cavs ont fait, c'est de dire on ne peut pas se permettre de commencer à rentrer dans des circuits de 2 contre 1 sur Haliburton, 2 contre 1 agressif en mode edge ou pas agressif en mode drop, on laisse venir, et concéder un espace quelque part. On peut pas se permettre de rentrer dans ce schéma-là où le passing d'Haliburton peut trouver des solutions, plus, c'est aussi ça qui est aussi dangereux avec les Pacers, c'est qu'il y a le passing dans un spacing parfait. Les Pacers, il y a Miles Turner poste 5 qui shoot, tout le monde shoot, donc on a un peu cette idée de, une fois que le décalage est offert à Haliburton et qu'il peut le trouver sur la passe, en fait, swing, extra passe, le décalage est quelque part, on l'amplifie, on va le chercher, tir ouvert au panier, tir ouvert à 3 points, etc. Donc, c'est un peu le risque, et c'est pour ça que les Cavs avaient dit, non, nous on veut pas ça, on veut pas rentrer là-dedans, on va faire du switch, comme ça, aucun décalage va être offert à Haliburton, donc comme ça on ne déverrouille pas le passing, et en plus on va attirer les Pacers sur des 1 contre 1. Il se trouve que, vous allez peut-être me dire, t'exagères, ils ont perdu, et ils sont bien fait ouvrir en plus leur défense, mais il se trouve que, en un sens, ça a marché. Alors, ça a marché et ça n'a pas marché, malheureusement. Mais en un sens, je pense que c'est la bonne manière philosophique, peut-être, d'aborder cette question de défendre les Pacers. Parce que ce que veut Haliburton, c'est pas des 1 contre 1. Et ce que veulent les Pacers, c'est pas des 1 contre 1. Eux, ils veulent, justement, ces schémas et ces circuits de passe, dans ce spacing, le décalage, bim bam boum, voilà, un peu cette idée-là. En un sens, ça a marché pour moi parce que tu as concédé des situations qui étaient des situations difficiles.
Là où ça n'a pas marché, en revanche, c'est que les mecs étaient en feu, quoi. Les mecs étaient en feu à 3 points. Donc, dès qu'il y avait une mini-erreur quelque part, de type, je vais attaquer le 1 contre 1, il y a quelqu'un qui aide un tout petit peu depuis le côté fort au côté faible, Haliburton kick-out, 3 points, par exemple. Également sur, on pourra le développer, mais face au scram switch ou face au peel switch des Cavs qui essayaient un peu de après le switch sur le ballon, ils essayaient de, attends, derrière, on a quelqu'un qui est sur Turner qui est pas le bon, on va faire un switch off-ball. Le switch off-ball était puni par le passing de Haliburton. Et par le passing et aussi le 3 points. Le 3 points, j'ai un nombre incalculable de 3 points semi-contestés, voire contestés de Nembhard qui rentre. Alors que les Cavs font juste un switch off-ball qui, la prise de risque, elle est là, mais elle est mineure, mais sauf que génie de Haliburton à la passe, plus shot-making, les mecs sont punis. Donc, shot-making à 3 points, mais aussi shot-making sur ces situations de 1 contre 1. Et là, c'est vrai que, j'en parlais tout à l'heure, j'ai commencé par ça, l'aspect de réussite au tir qui a été sur 2 aspects, 3 points, mais aussi pull-up et aussi isolation, etc. Des stats très simples. Vous allez voir que je n'invente pas des choses. Sur ces playoffs, Haliburton, en termes d'isolation, et je m'excuse, on ne peut pas décortiquer série par série, mais sur les playoffs pour l'instant, il est à 1,13 points par possession sur ISO. Ça ne vous dit rien, moi non plus, on n'a pas l'habitude de manier ces chiffres, mais donc à quoi ça correspond? Sachez qu'en régulière, il était à 0,93. 0,93 points par possession sur isolation, versus en playoff, c'est monté à 1,13. Et pour vous dire, donc, c'est passé en régulière de un peu au-dessus de la moyenne, au niveau de la moyenne, 60e centile, à plus du 85e centile en playoff. Donc en playoff, son score d'isolation, de rentabilité, de réussite sur isolation, est passé à un score meilleur que 85% du reste de tous les joueurs NBA en 2025. Autrement dit, on peut parler de réussite, et là je parle que de Haliburton, mais pareil Nembhard, les pull-ups à 2 points de Nembhard sur isolation face à Jarrett Allen, face à Evan Mobley ou des mecs comme ça. Bon, un peu de sur-réussite, mais en tout cas, les tirs sont entrés. Bref, mais en un sens, on peut parler de surchauffe sur ces longs tirs à 2 points, sur ces pull-ups à 3 points aussi. On peut aussi, et d'ailleurs, moi je m'en réjouis, c'est un peu pour moi le step-up de Haliburton. Et si vous êtes auditeur lointain de longue date du Basket Lab, moi j'en ai parlé dès le début avec Haliburton, en mode, j'ai fait trop de podcasts d'ailleurs sur ça, en mode, non mais Haliburton, faut pas que ça devienne le Chris Paul 2.0. Son scoring est à ce point intéressant, il faut qu'il fasse ce step-up et il faut pas qu'il s'enferme un peu dans ce que malheureusement Chris Paul s'est enfermé là-dedans, de un peu meneur pass first et pas assez frontal, pas assez de scoring, pas assez de volume au scoring. Là, on a exactement, pour moi, l'évolution, la métamorphose de Haliburton de je prends mes responsabilités en playoff, je prends le volume et surtout, je montre qu'en effet, j'ai ces capacités de scorer en 1 contre 1, de scoring un peu direct, et pas que le meneur pass first, et pas que le génie à la passe. Non, Haliburton, il peut faire ça. Et donc, malheureusement pour les Cavs, c'est comme ça qu'il a battu les Cavs. C'est que, dans la théorie, concéder à 1 contre 1 avec Jarrett Allen qui défend Haliburton, c'est très cool. Franchement, moi, c'est une situation que je prends tous les jours versus couverture traditionnelle qui va donner catch and shoot ouvert à 3 points ou layup ouvert à 3 points ou cut au panier ouvert. Voilà, moi, je préfère totalement autoriser dans la théorie, dans la théorie, je préfère autoriser un 1 contre 1 défensif de Jarrett Allen dans le périmètre sur Haliburton que autre chose. Sauf que Haliburton a été fantastique. Donc, au final, les Cavs ont été obligés de se réajuster. Et bon, je vais pas faire pareil, mais un peu pareil pour la série contre les Knicks, mais de base, c'est intéressant parce que on voit un peu à la fois le raisonnement théorique des Cavs, mais aussi pourquoi ça n'a pas marché. Et ça n'a pas marché, finalement, non pas en théorie, mais en pratique et sur un échantillon assez court d'une série où tu peux avoir un mec en feu. Et c'est ce qui s'est passé et ce qui fait que Cleveland a dû, en fin de série, abandonner le switch. Là, j'ai fait exprès de redévelopper un peu en détail parce que je me pose la question, OKC vont-ils eux-mêmes retenter ce pari? OKC va-t-il se dire on va faire comme les Cavs, on ne veut pas déverrouiller et débloquer le passing d'Haliburton, partons sur du switch absolument pour essayer en fait d'attirer les Pacers et leur attaque hyper rentable, essayons de les attirer vers la situation la moins rentable du basket, pour le coup, l'isolation. L'ISO, le 1 contre 1, c'est pas rentable pour 2 aspects. Déjà, le tir en soi, c'est un tir qui va être plus souvent compliqué que forcément un cut dans le dos de la défense, par exemple, ou qu'un catch and shoot à 3 points. Ok. Donc, en soi, les tirs en fin d'isolation sont peu rentables, mais aussi, il y a ce qu'on appelle un coup d'opportunité. Quand tu as un 1 contre 1 et que tu es obligé de dribbler pendant 10 secondes pour te créer un tir de bonne qualité, essayer de générer une séparation avec le défenseur, en fait, la balle, je vais pas dire que la balle est morte, mais c'est un peu statique. Mais c'est la nature de l'isolation, c'est que c'est un peu statique. Or, quand tu arrives à attirer les Pacers là-dessus,
bah, ça veut dire qu'il déroule pas par ailleurs tout ce qui est écran, cut, mouvement dans le périmètre, ça bouge, etc. Et donc, quand tu as ce jeu de mouvement, tu as des opportunités de cut, des opportunités de 3 points, de 3 points sortis d'écran, de lay-up, etc. Tu as plein d'opportunités qui peuvent arriver au cours de la possession, d'une possession un peu normale. Alors que, un contre un, t'es un peu situation statique. Donc c'est en ce sens que je trouve ça assez intéressant, pour le coup. Le pari, en tout cas dans la théorie. Cela dit, il faut quand même dire que les Cavs étaient quand même un peu mieux armés en termes de polyvalence des intérieurs au niveau du switch. Je pense que Allen et Mobley, c'est quand même meilleur en termes de mobilité et de défense dans le périmètre, de essayer de résister juste assez au niveau de la défense de périmètre, comparé à Hartenstein et Chet Holmgren qui peuvent le faire. Ils peuvent, notamment Chet un peu plus peut-être que Hartenstein, ils sont assez mobiles, ils peuvent survivre. On ne parle pas de Brook Lopez, on ne parle pas de Turner d'ailleurs, justement, Miles Turner. Non, ils peuvent le faire un peu, mais c'est peut-être pas leur force totalement. Donc, il y a l'intérêt de essayer d'attirer les Pacers vers du 1 contre 1, mais de l'autre côté, tu te dis, oui, mais est-ce qu'on est assez fort pour tenter le pari ? Je ne sais pas, mais ça pourrait être assez intéressant, je trouve, pour le coup. Et l'autre problème, c'est que si tu commences à faire ça, à partir sur du switch, les Pacers peuvent aussi se dire très simplement, bon, bah venons attirer sur le ballon notre ami Chet Holmgren. Or, Chet pourrait survivre au niveau du switch, d'accord, juste assez bien, mais l'intérêt du plan de jeu des Pacers dans ce cas, en sachant que de l'autre côté, ça va changer sur les écrans, de manière automatique, bah tu le fais venir sur le ballon. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'est plus mécaniquement off-ball. Et donc en fait, il y aurait un plan de jeu à développer de attirons-le sur des switches et attirons-le dans le périmètre et surtout face au ballon, et comme ça, il ne peut pas faire l'essuie-glace en deuxième rideau. Et là, j'insiste pour le coup sur la série d'avant, contre les Wolves, c'est que Chet Holmgren a joué dans ce rôle de roamer, de safety défensif, vous savez, donc on lui a dit, défends McDaniels, mais en fait, ne le défends pas, tu peux l'abandonner à 3 points, on s'en fiche. Et en fait, Chet a été placé sur un non-shooter la plupart du temps, le plus possible, dès qu'on pouvait, non-shooter, entre guillemets, parce que McDaniels n'est pas un non-shooter, mais vous voyez un peu l'idée. En tout cas, il l'a abandonné. Et Chet a dominé cette série au panier. C'est-à-dire que ce rôle de Chet off-ball, et non pas on-ball, impliqué sur les actions dans le périmètre et sur le ballon, mais off-ball, il a pu faire l'essuie-glace, et il a pu largement dominer, et je crois que, alors j'ai pas les stats devant les yeux, mais allez voir les stats d'efficacité au panier de la part des Wolves, ce sont des scores faméliques. Et à chaque fois, regardez aussi les tirs tentés si vous voulez, sur NBA.com, vous allez voir qu'à chaque fois, ou au moins une fois sur deux, voire 2 fois sur 3, Chet est dans les parages, et Chet est en bonus, en libéraux défensif, en bonus, qui vient apporter une aide au panier, un 2 contre 1, qui vient, voilà. Donc il y a ce truc-là. Mais voilà, ça aussi, c'est une conséquence à garder en tête. À quel point, si tu pars sur un switch automatique, tu donnes pas un peu cette possibilité un peu trop facile aux Pacers de dire, vu que ça switch, viens sur l'écran, tu switches, t'es sur Haliburton, et en fait, ensuite, c'est un peu un moyen de l'attirer loin du panier. Mais, cela dit, il y a aussi une différence avec les Cavs, c'est que les Cavs étaient peut-être, les bigs étaient un peu plus mobiles, on va dire, pour survivre dans le périmètre, d'accord ? Mais, en revanche, le Thunder a beaucoup plus de défense en deuxième rideau. Et donc, Chet est un peu le principal et le meilleur. Là-dedans, il n'y a pas trop de doute. Mais en l'occurrence, quand on avait, par exemple, un mec comme Haliburton qui va cibler, en tout cas qui va attaquer un Jarrett Allen dans le périmètre, ou qui va essayer de driver, et il l'a fait pas mal de fois, passer Jarrett Allen pour aller au panier, donc sur un contre un, la qualité des aides au panier des Cavs, elle était pas bonne. Notamment parce que Mobley a été blessé une partie de la série, et même au-delà de ça, les Pacers sont aussi très bons notamment pour mettre des Mitchell en tant que low-man, donc proche du panier, pour mettre des Max Strus ou des mecs comme ça, qui en fait n'étaient pas très bons pour apporter cette aide en deuxième rideau. Là, c'est vrai que côté OKC, il y a ce deuxième rideau de bien meilleure qualité. Et donc si Chet éventuellement est isolé dans le périmètre, ça va, il reste aussi quand même du Hartenstein, qui est très très bon, alors peut-être pas 10 sur 10 comme Chet, mais qui est quand même très très bon. Jalen Williams aussi, évidemment, là-dedans, qui est fantastique, plus Alex Caruso aussi. Enfin bref, globalement, je pense qu'on peut dire que l'escouade d'aide en deuxième rideau est bien meilleure que celle des Cavs, donc il y a ce truc où c'est peut-être un peu moins problématique. Mais bon, voilà, à voir quel compromis tu souhaites avoir. Est-ce que tu veux absolument Chet dans un rôle de roamer, ou est-ce que tu préfères aussi cet aspect de non, il faut absolument concéder des 1 contre 1 et attirer Indiana vers les 1 contre 1. Mais, cela dit, c'est peut-être aussi pour cette même raison que, au final, partir sur du edge, et donc ne pas switcher les écrans, mais partir sur du edge pourrait être intéressant. C'est-à-dire précisément parce que
OKC a la meilleure défense de NBA sur le plan horizontal et le meilleur deuxième rideau de NBA. Et pas que deuxième rideau, pas que la protection de panier, mais un peu ce côté défense collective, les rotations, etc., etc. On parle souvent de l'horizontalité du jeu, dont on parle beaucoup, c'est-à-dire cet aspect où en fait les rotations, pré-rotations, les X-out, les peel switch, etc., enfin plein de termes techniques, mais grosso modo, ça court partout, ça quadrille extrêmement bien le terrain, c'est parfait, mais en un sens, c'est peut-être aussi pour ça que je me dis, bon, l'option switch a ses intérêts, ses compromis, mais aussi ses intérêts, mais c'est peut-être aussi pour ça que tu aurais envie, ou tu pourrais te permettre de partir sur des couvertures un peu plus traditionnelles, c'est-à-dire ne pas switcher, mais rester en 2 contre 1, faire du edge, du soft edge, voire même parfois du hard edge, on verra, ou pourquoi pas un peu en drop, selon le profil. Je pense que ça pourrait faire des drops, notamment face à Nembhard, par exemple, et ne pas switcher, pas consigner aussi facilement un switch, mais voilà, il y a un peu ce truc de, bon, défendons de manière traditionnelle. Pourquoi ? Parce que on a derrière la meilleure escouade de NBA depuis 20 ans pour compenser derrière, pour ce deuxième rideau, pour ses rotations, la 3e, 4e, 5e rotation de la possession, etc., etc. Et même, en un sens, je trouve ça assez intéressant parce que le switch, il y a un peu ce pari, on va dire, philosophique, et l'intérêt philosophique du switch, c'est quoi ? C'est de dire, allez, on va les attirer vers du moins rentable. Allez, on va les attirer vers du moins rentable. D'accord. Cela dit, le fait de défendre autrement, de ne pas switcher, de défendre, de concéder et limite d'accepter de déverrouiller un peu le passing d'Haliburton face à des couvertures plus traditionnelles, il y a aussi peut-être un aspect, enfin une stratégie et une idée un peu philosophique derrière de dire, en fait, nous, en tant que OKC, on est totalement à l'aise de rentrer dans des circuits de passe. On est totalement à l'aise de laisser Indiana développer son passing. Et pourquoi ? Mais parce que ces mecs-là du Thunder, vous le savez, sont absolument terrifiants. Et là encore, il y a 2 manières de vous voir. Le switch, c'est vraiment un aspect de rentabilité. De l'autre côté, les couvertures plus traditionnelles et donc qui vont donner un décalage quelque part, elles vont entraîner du passing. Et ce passing, qui de mieux pour le freiner, le stopper, voire même le dévorer, que ce Thunder. Et c'est peut-être même là-dessus que voudra parier OKC, c'est-à-dire on est tellement bon, mais vraiment, on est tellement bon en défense off-ball et en création de turnover, les fameux interceptions, la main sur le ballon, dévier des ballons partout, jaillir sur les lignes de passe, quadriller le terrain avec dézonner depuis le côté fort, côté faible, etc. Les mecs sont tellement terrifiants que presque, il y aurait un aspect où tu aurais presque envie que la série prenne cette physionomie-là, au final. Parce qu'en fait, d'ailleurs, c'est exactement ce qu'on a eu sur la série d'avant, contre les Wolves, c'est-à-dire que le terrain était quadrillé de partout, c'était des aides, du terrain surchargé autour de Edwards, qui a fait une très bonne série, je trouve, au niveau du passing, mais globalement, je sais pas si vous avez vu les stats, mais OKC, sans le rebond, d'ailleurs, a dominé au niveau du jeu des possessions. Mais pourquoi ? Parce qu'ils ont réussi à créer un nombre de turnovers qui a été aberrant sur la série d'avant. Je crois qu'il n'y a qu'un seul match, je vais aller regarder vite fait, en 2 clics. Mais en effet, à part le fameux match 3, là, où ils ont été ouverts de tous les côtés, 50 points d'avance à la mi-temps pour les Wolves, d'accord ? Mais en dehors de ça, il y a des scores de création de turnovers qui sont incroyables. Et donc, en fait, en réalité, ça nous fait un autre domaine du jeu où on se dit, mais qui va gagner ? Une autre bataille au sein de la guerre de qui va parvenir à imposer sa patte. On a déjà un premier aspect avec la transition, qui va gagner entre l'épée et le bouclier, est-ce que les Pacers vont arriver à générer beaucoup de transitions ou est-ce que c'est la défense d'OKC qui va réussir à stopper comme d'habitude ? Donc là, quid là-dessus ? Et puis deuxième aspect, là-dessus également. C'est-à-dire que qui va remporter la bataille des possessions et plutôt même la bataille plus que les possessions, parce que dans possession on inclut aussi les rebonds, mais qui va remporter la bataille des turnovers ? Parce que on a affaire à une attaque qui est géniale, qui se projette très vite, qui met ses tirs, etc. Mais les Pacers, leur caractéristique également, c'est de perdre très peu de ballons. Ils sont top 5, même top 3, je crois, cette saison, en termes de perte de balles. Laissez-moi vérifier, ouais, c'est ça. 3e meilleur de NBA en termes de nombre de turnovers. Donc là, on a affaire à une équipe qui perd très peu de ballons. Pourquoi ? Parce que spacing et parce que passing génial et que beaucoup de ballons transitent par Haliburton, qui est un fantastique, comme on a dit, preneur de décision, pour utiliser le mot français, non pas decision making, mais voilà, beaucoup de ballons passent par lui et lui, il transforme ses ballons en beaucoup de bonnes choses. Il n'y a pas beaucoup de déchets. Et de l'autre côté,
OKC, eux, ils sont géniaux pour créer ces turnovers et pour forcer les turnovers adverses. Donc, là encore, qui va gagner? Qui va s'en sortir? Qui va réussir à générer ces turnovers ou à les limiter? C'est une bataille absolument clé pour moi, cette bataille des turnovers, mais qui est également liée, vous avez vu, à finalement quel schéma d'attaque on veut autoriser en tant que défense d'OKC. Est-ce qu'on veut les attirer vers de l'isolation plus statique ou est-ce qu'on veut se dire non, allez-y, passez la balle, nous on est prêts et le piège va se refermer sur vous de cette manière. D'ailleurs, est-ce qu'on pourrait voir, pourquoi pas, tant qu'on parle de passing, pourrait-on voir également, non pas du soft edge, c'est-à-dire le mec qui monte au niveau de l'écran à peu près pour créer un 2 contre 1 et contenir le ballon, grosso modo, mais pas si agressif que ça, peut-on voir le step supérieur? Est-ce que, bon, si on le voit, je pense que ce sera sur séquence, hein, ce ne sera pas la totalité de match, mais je pense qu'on peut s'attendre à des séquences de hard edge. Non, edge, c'est au niveau de l'écran, soft edge au niveau de l'écran. Hard edge, c'est aller au-delà du niveau de l'écran. Je monte très très haut et très fort pour barrer la route au porteur de balle, le temps que l'autre traverse l'écran, et j'essaie de gêner le porteur de balle. Hard edge, ou même donc carrément des blitz. Des blitz ou des traps, c'est-à-dire des couvertures agressives, des prises à deux hyper agressives pour mettre un maximum de pression sur Haliburton. D'un côté, on peut se dire, bah ouais, mais c'est risqué, parce qu'Haliburton, le passing passe par-dessus, il peut totalement punir ça, etc. Ok. De l'autre côté, il faut aussi parler de OKC. C'est pas n'importe qui. Et au niveau de l'exécution, ce ne serait pas un blitz ou une prise à deux, une trappe avec Mitchell ou avec Donovan Mitchell ou avec, je sais pas moi, Jalen Brunson ou des mecs comme ça. Non. Quand c'est Alex Caruso et Hartenstein qui viennent te mettre la pression, bah, c'est quand même plus difficile de se sortir de cette situation-là que quand c'est Jamal Murray et Jokic. Par exemple aussi, pour prendre un autre exemple. Voilà, la qualité de l'exécution de cette prise à deux agressive, certes, ça reste risqué, mais est-ce que ça peut pas aussi faire mouche parfois, quoi? Donc, bon, à garder en tête, mais c'est une carte que, encore une fois, OKC utilise pas avec parcimonie, mais l'utilise quand même, notamment des fins de match là, contre les Wolves. Ils l'ont fait autour d'avant aussi contre Denver. Parfois, ils ont réussi à déclencher ça dans des moments clés des fins de match, et ça a marché. Je pense qu'il faut garder ça en tête. Le problème, c'est que tu peux pas faire ça sur tout un match, voire même, tu peux même pas le faire sur genre 10 ou 15 positions d'affilée, parce qu'au bout d'un moment, Haliburton, il sait que ça va venir, il s'engage pas très fortement dans le pick and roll, il recule un peu, il sait que la pression vient, il recule, il passe par-dessus, l'écran est posé plus haut comparé à avant, comme ça, il y a plus d'espace derrière pour punir le edge, etc. Donc voilà, à garder en tête toutefois, et l'autre aspect par rapport à ça, c'est, on a parlé tout à l'heure, Chet en roamer, Chet en safety, Chet en libéraux défensif, qui a été un point clé de toute la saison, mais aussi de la série d'avant. Là, si on doit faire ça, notamment peut-être pour protéger un pick and roll et peut-être pour si on a Hartenstein qui va faire un blitz ou qui va faire un edge, qui va se retrouver en 2 contre 1 sur Haliburton, donc potentiellement un passing derrière et potentiellement un sous-nombre à gérer derrière, c'est bien de le faire avec un Chet Holmgren qui est derrière, qui fait partie de ce sous-nombre et qui peut protéger le panier, ou même plus globalement être en roamer, être en libéraux, rôder autour du panier. Mais pour ce faire, il faut qu'il soit mis sur un non-shooter ou un shooter qu'on accepte de laisser ouvert allègrement. Là, contre les Wolves, on l'a mis sur McDaniels, ça a pas mal marché, même si McDaniels peut mettre des tirs, mais on a vu que au global, ça a marché. Là, contre les Pacers, sur qui est-ce qu'on va planquer Chet Holmgren? Où est-ce qu'on va pouvoir mettre Chet Holmgren pour lui permettre de se déployer off-ball en ne tenant pas compte de son propre match-up, grosso modo? C'est vrai que les Pacers, il y a quand même moins de non-shooters. Peut-être le plus évident, ça pourrait être un Mbard, éventuellement, mais à voir, on va développer, mais au niveau des match-ups, faut pas non plus trop croiser, parce que ça peut avoir des conséquences un peu non voulues. Mais clairement, voilà, si tu le mets sur Siakam, est-ce que tu vas dire à Chet Holmgren de faire le libéraux défensif et d'abandonner Siakam encore et encore et encore à 3 points? Tu peux, mais ça peut aussi être risqué si, voilà, il y a toujours l'aspect humain de la théorie, c'est la bonne chose à faire, et la pratique, c'est mince, s'il en a mis 2 ou 3 ouverts, on peut plus se permettre de concéder encore ce genre de tir très grand ouvert, parce qu'il va les mettre encore et encore. Donc voilà, et puis évidemment, je ne parle même pas de ça, mais Miles Turner non plus. Tu peux pas non plus mettre Chet sur Turner, parce que lui, c'est un vrai shooter, donc voilà, ça neutralise totalement l'intérêt de ça, mais voilà, la question de Chet, si on veut l'utiliser en roamer, où est-ce qu'on peut le mettre? Et pour le coup, finissons un peu là-dessus, et enchaînons avec les match-ups. L'autre conséquence du switch à Cleveland, elle était assez claire, c'est que on a donné des mismatchs dans le périmètre, donc Jarrett Allen sur Haliburton, il l'a puni. Il y a eu aussi un autre aspect, c'était offrir un switch et donc un mismatch à Miles Turner. Et ça a été pour moi la révélation, c'est que il n'y a pas que Haliburton qui a fait un excellent travail pour punir les 1 contre 1, on a aussi eu Miles Turner.
Et Turner, en fait, quand notre ami Max Strus, qui était sur Haliburton de base, qui switch sur Miles Turner, se retrouve à défendre en post-up, bah, je dois dire que Turner a été en grande réussite et il a été plus convaincant que ce qu'on aurait pu penser, parce que Turner, c'est pas non plus un mec qui est hyper à l'aise en post-up. Alors, il peut punir les mismatchs à l'occasion, mais c'est quand même toujours agréable de le voir le faire pour de vrai. Donc, là encore, là, ça a des conséquences directes au niveau des match-ups, et on y arrive. Parce que là, les Cavs, ils avaient choisi de mettre Max Strus, un bon défenseur de périmètre, sur Haliburton. Ok. Sauf que Max Strus s'est retrouvé en difficulté après le switch pour défendre en post-up en 1 contre 1, avec en plus l'aspect de spacing et la bonne utilisation des Pacers qui dégageaient tout le monde avant de faire attaquer Miles Turner au poste bas. Max Strus a souffert. Il a souffert parce que déficit de taille, de puissance, voilà, ça c'est assez trivial, vous le savez. Mais, donc, ça pose une question. En cas de schéma en switch, c'est que tu ne peux pas te permettre de mettre n'importe qui sur Haliburton. Notamment, parlons concrètement, est-ce que si tu mets un Lou Dort, ou si tu mets plutôt d'ailleurs un Caruso ou un Cason Wallace sur Haliburton, donc des mecs très vifs, excellentissimes, mais assez petits et assez légers, est-ce que après un switch, c'est pas des mecs qui vont se faire avoir totalement par notre ami Miles Turner au poste bas? Et je parle de Turner, mais ça peut être aussi Pascal Siakam, hein, pour le coup. Imaginons un pick and roll Haliburton-Siakam, et que on va chercher à switcher pour pas se poser de questions, et voilà, on switch, on change, il n'y a pas de décalage. Bon, bah, Caruso, qui va défendre Siakam, bon, vous me direz, Caruso, il peut défendre au poste bas contre Jokic, d'accord, mais mais un Cason Wallace, pourquoi pas? Et puis voilà, même Caruso, on blague un peu, mais au bout d'un moment, il peut aussi être mis en difficulté malgré sa compétence, parce qu'il est quand même, il y a tout de même ce déficit de taille. Pareil pour donc Cason Wallace, pareil éventuellement pour un mec comme Lou Dort. Je sais pas, hein, mais Lou Dort est extrêmement costaud, mais bon, Max Strus, c'était pas non plus très fin, hein, Max Strus. Et pourtant, Max Strus, bah, il s'est juste fait shooter par-dessus, par des Siakam ou par des Miles Turner. Donc, je pense que ça peut être aussi éventuellement un problème. Donc ça, c'est aussi à garder en tête, le côté, si on fait un switch, ça peut aussi dicter qui est-ce qu'on doit mettre en défenseur du point d'attaque. Notamment, pour les Cavs, moi, un truc que j'ai regretté, c'est de ne pas avoir plus eu un DeAndre Hunter de base sur Haliburton, comme ça, post-switch, Hunter face à Turner, ça pouvait tenir relativement bien. Un peu mieux que les autres options. Là, dans la version OKC, est-ce qu'on pourrait pas se dire, ne pourrait-on pas tenter de mettre un Jalen Williams, carrément, sur Haliburton? Comme ça, Williams se met sur Haliburton, c'est grand, c'est long, ça coulisse bien, d'accord? Et en cas d'écran, on switch. Comme ça, on se retrouve avec aucun décalage conseillé sur le pick and roll. Et en plus, on protège et on empêche un mismatch à Miles Turner ou même donc à Siakam. C'est pas pareil que après écran, après switch, Siakam ou Turner doivent attaquer Cason Wallace ou ils doivent attaquer au poste bas Jalen Williams. C'est vraiment pas du tout la même chose, évidemment. Cela dit, on pourrait tout de même se dire, allez, on tente le switch et puis parions sur le fait que Lou Dort, il va quand même relativement bien tenir face à Turner, ou que Turner au poste bas n'aura pas autant de réussite que contre les Cavs, etc., etc. Ça peut se tenter comme ça de base, ok, mais c'est vrai que la conséquence de mettre un Jalen Williams sur un Haliburton, par exemple, c'est que ça a d'autres conséquences de match-up. Et de qui et sur qui, hein. Quand on croise un peu comme ça, on va croiser aussi ailleurs. Donc, notamment, si Jalen Williams est sur Haliburton, certes, t'as pas de mismatch avant ou après le switch, d'accord. Mais ensuite, quid de Siakam? Est-ce que Siakam, du coup, tu dis, bon, Siakam, on met Jalen Williams sur Haliburton et Siakam va être couvert par Chet Holmgren? Bon, ça peut s'imaginer, c'est un peu dommage parce que ça veut dire que Chet va être souvent impliqué, je pense, sur du on-ball. Bon, mais c'est pas exactement ce qu'on veut. Plus l'aspect aussi il est mobile, mais il n'est pas parfaitement mobile. Il y a un aspect aussi de puissance où Siakam est quand même assez bon pour descendre le centre de gravité sur des drives face au jeu et puis le faire un peu dégager du chemin et se créer une ligne de drive jusqu'au panier. Donc ça peut passer, mais c'est pas forcément idéal, je trouve. Voilà, toujours réfléchir un peu aux autres conséquences de croiser des match-up qui, ça peut paraître bien de base, mais il faut toujours penser dans sa globalité. Et pas que le match-up en question, mais les conséquences un peu autres. Je pense que, pour le coup, on coupe en cours à cette conversation, je pense que on devrait partir de base, je miserais plutôt, même si ça peut changer avec Mark Daniel, mais je pense quand même qu'on va commencer avec Lou Dort sur Haliburton, Jalen Williams sur Siakam, ce qui me paraît le match-up de base le plus intéressant, parce qu'il y a aussi un effet de dissuasion, parce que c'est un bon match-up, donc on va pas autant chercher à l'attaquer qu'on pourrait attaquer un mismatch, un match-up croisé, ok. Hartenstein, je pense, sera sur Miles Turner, pour le coup, parce que tu n'as pas envie que Chet, ton libéro défensif, ton protecteur de panier, soit coincé dans le périmètre à défendre un 3 points de Turner, donc allez,
on met Hartenstein. Et donc, reste 2 postes. Reste Chet, où est-ce qu'on met Chet, et où est-ce qu'on met SGA. Et là, on en arrive à la question SGA. Finalement, sur qui va-t-on arriver à planquer notre ami Shai Gilgeous-Alexander? Parce que c'est vrai que, comme d'habitude, on parle de quelqu'un qui va être le maillon faible de son équipe, quelqu'un que l'équipe adverse va chercher à cibler encore et encore. D'ailleurs, au passage, là pour l'instant, c'est vrai qu'en termes de couverture de pick and roll, j'ai parlé beaucoup en fait des pick and roll entre gros, hein, le pick and roll un peu classique, mais on peut enchaîner avec ça. Du coup, il y a un aspect où les Pacers sont aussi excellentissimes pour les pick and roll entre petits. Et donc là, on parle plus de edge, on parle plus de drop, on parle plus de switch, etc. Là, on est dans une configuration où les Pacers vont faire monter sur l'écran SGA, et à partir de là, quel est ton choix? Est-ce que tu veux faire un edge and recover pour pas switcher? Mais ça veut dire que edge and recover, il y a un décalage quelque part. Le poseur d'écran peut aller à pick and pop, aller à 3 points, peut rouler au panier aussi avec un temps d'avance, le temps que SGA fasse son edge et recover. Ou alors est-ce que tu switches pour dire, non, on change sur l'écran, mais tu concèdes un mauvais mismatch, hein, tu concèdes SGA qui va être attaqué potentiellement par Haliburton ou par Siakam, par exemple. Bon, c'est un peu tout le problème des pick and roll entre petits, on va dire, et de la question finalement, à cause de ces pick and roll entre petits, ça peut dicter aussi qui SGA doit défendre. Parce que sachant que SGA va être ciblé, je ne l'ai pas dit d'ailleurs encore, mais le nombre de fois où les Pacers ont ciblé encore Jalen Brunson, ça a été énormissime, hein, pour le coup, vous avez compris. Donc ça a été vraiment une source d'attaque principale. Mais ce que je veux dire, c'est que, sachant que ça vient, sachant que SGA va être impliqué sur des écrans et donc défendre un poseur d'écran de facto, le but pour OKC, ça va être de le mettre sur le pire attaquant possible et sur la pire menace de poseur d'écran. Non pas sur la pose d'écran en soi, sur le côté créer un contact et ralentir le défenseur, je veux dire, mais sur le côté qui est l'attaquant le moins dangereux en sortie après avoir posé son écran. Là encore, c'est pour ça que SGA, on a réussi plus ou moins à le planquer à chaque fois sur notamment le moins bon attaquant du lot. Hein. Quand c'était Christian Brown, par exemple, côté Denver, Brown, c'est quand même moins bon que si tu le mettais sur Jamal Murray. Et là, Jamal Murray, il peut faire un pick and pop de grande qualité, il peut rouler au panier. S'il a le ballon dans l'entrejeu, après son écran, la prise de décision, le passing, etc. Bon, je prends un exemple comme ça, mais il y en a plein. Mais il y a un peu ce truc de plus on va le mettre sur un attaquant qui est pas bon, moins on va être puni sur ce côté pick and roll entre petits où il va être ciblé. Donc, finalement, on disait, la question de où est SGA est une question fondamentale. Il faudrait le mettre sur le moins bon attaquant possible pour limiter un peu les dégâts de ce point de vue-là. Et donc, Chet ou SGA. Qui est-ce qu'on met sur qui? Sur les deux AN. Hein, puisqu'on a dit Dort sur Haliburton, on a dit Hartenstein sur le pivot, bon ça c'est classique. Jalen Williams sur Siakam, un peu en mode dérapage contrôlé le bon morphotype face au bon morphotype, d'accord? Et donc reste Nembhard et Nesmith. Et là, c'est pas facile. C'est pas facile parce que quand on mélange à la fois la problématique de Chet en roamer et de SGA à protéger, Chet en roamer, faudrait dire, on le met sur le moins bon shooter de tous, c'est Nembhard, Andrew Nembhard, qui techniquement est le moins bon shooter, celui qu'on pourrait se permettre d'abandonner. D'accord. Mais ça veut dire SGA sur Aaron Nesmith. Et SGA sur Aaron Nesmith, est-ce qu'on n'aurait pas la conséquence de, au final, Nesmith pourrait peut-être même l'attaquer un peu frontalement parfois, quoi. Il y a peut-être un peu ce côté-là, pour le coup. Et puis surtout, je trouve que Nesmith, en termes de pick and pop, il va être un peu plus dynamique, un peu plus compétent sur le pick and pop que un Nembhard. De l'autre côté, si on fait l'inverse, si on met Chet sur Nesmith, je pense que ça peut être problématique. Parce que là encore, le côté shoot un peu dynamique de Nesmith fait que il y aura moins de liberté pour Chet pour l'abandonner à 3 points et pour rôder autour du panier. Donc ça, c'est pas top. Et de l'autre côté, SGA sur Nembhard, d'accord, Nembhard est une moins bonne menace de pick and pop, mais de l'autre côté, Nembhard peut aussi poser l'écran ou même glisser l'écran et aller directement, non pas à 3 points, mais dans l'entrejeu. Et une fois que la passe est faite, Nembhard est un excellentissime passeur qui peut, face à un surnombre, faire la bonne lecture, faire l'extra passe, rouler au panier, etc. Donc, rouler au panier. Driver depuis la position un peu de milieu de la zone ou milieu de la défense et hop, driver au panier. Voilà. Donc là-dessus, ça m'intrigue un peu. Je pense que les autres match-ups vont être à peu près sûrs, Lou Dort, Williams et Hartenstein. Par contre, je suis intéressé par voir comment est-ce qu'on gêne les deux AN. Chet sur Nembhard ou Chet sur Nesmith et vice-versa pour notre ami SGA. Bon, après, je parle aussi de ça, mais
Il y a aussi, il y aura pas tout le temps des line-up avec 2 bigs. Hein. Je pense que la majorité des minutes, ça se fera aussi avec un seul big sur le terrain. Dans ces minutes-là, je pense qu'au OKC, ce qui sera intéressant, c'est d'essayer de faire en sorte que les minutes de Chet soient décalées et ne soient pas sur les minutes de Miles Turner. Idéalement, tu as envie de faire ça. Comme ça, tu peux avoir des minutes où Chet peut être déployé off-ball dans son rôle de libéraux. Alors que si tu as pile les mêmes minutes entre Chet et Turner, et que sur ces minutes-là, c'est plutôt Hartenstein qui est sur le banc, c'est des minutes où Chet va être coincé dans le périmètre sur Turner, exactement ce qu'ont fait les Knicks avec, ils ont coincé dans le périmètre notre ami Mitchell Robinson parce qu'il défendait le poste 5 qui shoot Miles Turner. Donc voilà, ça c'est aussi à garder en tête. Et vu qu'on est un peu là-dessus, donc des line-up avec un seul big, d'ailleurs je crois que j'en ai pas parlé, mais je crois que la série d'avant c'était intéressant parce que Chet, on a fait un peu miroir de minutes Chet avec Gobert, et non pas avec Randle, et non pas avec Naz Reid. Chet, dès que Gobert sortait, en tout cas une partie du temps, dès que Gobert sortait, Chet sortait immédiatement. Et même parfois, ça a pu arriver, genre il restait 9 minutes dans le premier quart-temps ou 8 minutes dans le premier quart-temps, donc très très tôt. Chet, on le faisait sortir, pourquoi ? Justement, pour matcher les minutes de Chet avec un intérieur qui ne shoot pas. Bref, là-dessus aussi, dernier point, l'aspect de quid de la rotation intérieure. On sait qu'il y a beaucoup d'options côté OKC. On sait que Hartenstein et Chet vont jouer, d'accord. Mais qui va être le backup ? Il y a une option Jalen Williams et une option Kenrich Williams. Kenrich, c'est l'ailier. Jalen, c'est le plus pivot normal, un pivot de pick and pop. C'est d'ailleurs son intérêt, c'est que lui a le pick and pop, donc ça c'est intéressant. Pourquoi pas d'ailleurs, très intéressant la menace de pick and pop face à des edges de Indiana, hein, éventuellement. Mais là on est de l'autre côté du terrain. Mais moi ma crainte avec Jalen, c'est de me dire, lui pour le coup, autant Chet et Hartenstein ils peuvent, autant Jalen, il ne peut pas switcher. Donc ça va forcément être une couverture un peu plus traditionnelle, sans doute un peu de drop avec Jalen Williams, mais à quel point ça, Haliburton ne va pas se faire plaisir là-dessus. Donc je ne sais pas à quel point il peut être jouable défensivement. Peut-être que si, peut-être qu'on va s'en sortir. Et d'ailleurs, il y a des fois sur les tours d'avant où je m'étais dit, ah non, ça va pas être possible pour lui. Et finalement, on a réussi à survivre, plus ou moins. Donc c'était cool. Mais j'avoue, je dois dire que je serais moins surpris de voir pas mal de minutes de Kenrich Williams, plus éventuellement aussi un Jalen Williams qui est utilisé beaucoup en poste 4, hein, comme il sait le faire et comme il peut le faire. Bon, poste 4, on s'en fiche un peu des postes, mais vous voyez un peu l'idée, c'est-à-dire un seul big plus Kenrich ou un seul big plus Jalen Williams, ça me paraît être un peu le truc intéressant, d'autant que ça permet aussi de libérer, enfin je préfère faire ça et libérer une place dans la rotation et faire rentrer un mec comme Aaron Wiggins, poste 2-3, hein, si vous voulez, on s'en fiche, mais décaler plutôt des minutes comme ça et garder un seul gros intérieur sur le terrain et faire jouer un peu plus de Wiggins qui va aider en attaque, notamment, beaucoup, je pense, plutôt que Jalen Williams qui va rentrer, pivot traditionnel, qui va protéger, etc., etc. Après, d'ailleurs, je fais un dernier point, mais à quel point est-ce qu'on va pas aussi avoir tout simplement, en fait, une titularisation de Caruso ou de Case Nolas. Je pense que Caruso, ça peut totalement être dans les possibilités de se dire au milieu de série ou au match 2, match 3, je sais pas quand, mais un peu comme on a vu contre Denver. C'est-à-dire contre Denver, au bout d'un moment, Hartenstein, hop, tu sors du banc. Comme ça, on reste avec tout le temps seulement un intérieur sur le terrain. On n'a pas forcément besoin autant de 2. Et par contre, on titularise un peu Caruso, qui va faire du bien, notamment sur la défense au point d'attaque sur Haliburton. Je pense que c'est aussi l'intérêt de Caruso, hein, qu'on a parlé beaucoup cette saison, mais l'aspect de, certes, c'est un mec qui joue 20 minutes par match, mais arrivé en playoff, ça peut être un élément clé qui peut passer de 20 à 30 minutes par match, qui peut être titulaire, qui peut avoir un énorme minutage et qui, presque à lui seul, peut changer la physionomie d'une série, je trouve. Et si ça marche du tonnerre Caruso sur Haliburton, je pense qu'on aura largement aussi ce changement potentiel, hein, de juste un Caruso titulaire aussi. Donc voilà. Bref, on a beaucoup parlé pick and roll, transition, match-up. C'est vrai que dernier point macro cette fois, non pas micro tactique, mais un peu macro. La question de quelle philosophie défensive aborder. On a déjà parlé. Est-ce qu'on préfère attirer vers l'isolation moins rentable ou forcer un peu et attirer, faire refermer le piège sur les Pacers en mode allez-y, faites du passing et nous on va intercepter toutes les balles et en fait ça sera à notre avantage, hein. Vous croyez que c'est bien pour vous de faire des passes et d'avoir des décalages, mais en fait on va vous dézinguer là-dessus. Donc la question de cette philosophie un peu défensive, laquelle aborder. Et on a aussi parlé du fait que voilà, Indiana, 3e équipe en termes de propreté turnover, OKC premier, qui va ressortir vainqueur de cette bataille. Et c'est vrai que dans cette bataille du macroscopique et non pas microscopique, tactique, couverture, etc., mais macroscopique, la bataille du turnover est clé. Notamment parce qu'on a force d'Indiana versus
force de OKC. Et à l'inverse, là où c'est un peu problématique peut-être pour Indiana, c'est que la faiblesse d'OKC, défensivement je veux dire, c'est, ils en ont deux principales on va dire, c'est OKC protège assez mal le rebond offensif. Le problème entre guillemets, c'est que Indiana n'a pas tellement les moyens de faire mal là-dessus et d'appuyer là où ça fait mal pour OKC, c'est-à-dire le rebond offensif, parce que eux-mêmes ne vont pas tant que ça chercher des rebonds offensifs. Ils sont même pas très mauvais, c'est pas leur philosophie, il n'y a pas un personnel pour aller chercher beaucoup de rebonds offensifs, c'est plutôt spacing, des mecs dans le périmètre, etc. Donc là encore, hein, dans ce duel d'aspect du jeu, bon, turnover, la bataille des turnovers, on est à peu près à égalité, en tout cas on verra qui va ressortir gagnant, force contre force, mais là, c'est vrai qu'on est un peu faiblesse contre faiblesse, donc ça c'est bien pour OKC, que leur faiblesse ne va pas être forcément mise à mal par Indiana. Indiana ne va pas rebond offensif à foison, donc ne peut pas punir OKC là-dessus, comme d'ailleurs, comme l'a fait un peu en partie Denver, comme l'a fait l'an passé Dallas en 2024, etc. etc. Donc ça c'est bien pour nos amis d'OKC. De l'autre côté, la deuxième faiblesse, c'est que OKC a tendance à concéder beaucoup de lancers francs, en tout cas pas mal de lancers francs défensivement. C'est pas exactement la manière de jouer des Pacers. Indiana, c'est pas une équipe qui va chercher des tonnes de lancers francs. Donc là encore, le mariage ne se fait pas très bien pour Indiana, ou plutôt se fait très bien pour OKC. Encore une faiblesse qui ne va pas être amplifiée par l'adversaire. De l'autre côté, on continue, on l'a déjà dit, mais OKC très fort en transition défensive versus Indiana très fort. Donc là, ça matche bien, voilà, mais c'est pas en tout cas au désavantage d'OKC. Et puis, le dernier, c'est la transition. On a déjà parlé, mais l'aspect de transition défensive d'élite de OKC versus attaque de transition d'élite de Indiana. Mais en tout cas, on est sur force versus force. On n'est pas sur un avantage côté Indiana. On est plutôt sur une égalité. Donc vous voyez qu'un peu sur cette bataille, les turnovers, c'est force contre force. Le rebond, OKC plutôt à l'avantage, parce qu'ils ne peuvent pas être punis, en tout cas pas trop de base. Les lancers francs, pareil. Et turnover, on est au moins également à égalité. Donc 4 aspects où il n'y a pas forcément, même pas nécessairement et peut-être pas du tout, d'avantage côté Indiana. Ah oui, tiens, dernier point pour finir. Pardon, c'est dans le désordre, hein, mais j'ai oublié de le mentionner. Le fait est que on a cette défense off-ball qui est fantastique côté OKC. Je me demande à quel point les close-out d'OKC vont pas réussir un peu à affecter tout ceci et l'attaque des Pacers, dans le sens où il y a cette capacité de faire des close-out très vite, très rapidement, de très très bonne qualité. Close-out, c'est fermer sur le shooter. Donc, un mec qui est sur l'aile, son défenseur est un peu loin, hop, je viens fermer quand le ballon arrive sur le shooter. Voilà, close-out. Et en fait, le Thunder est tellement terrifiant que, à mon avis, on parlait un peu de la surchauffe à 3 points d'Indiana, qui passait aussi par une grande qualité de tir. À quel point est-ce que nos amis d'OKC et leur close-out ultra agressif et ultra qualitatif vont pas un peu partir un peu en mode stratégie comme ils disent, les run off the line, de courir pour en fait se faire des hard close-out, des close-out très agressifs, limite se jeter, pour empêcher ces 3 points, pour inciter à se faire attaquer en sortie de dribble, plutôt que de concéder des 3 points en catch and shoot. Voilà, donc voilà, et ça c'est aussi un aspect où la squad off-ball et cette qualité de close-out, elle n'était pas présente à New York, elle n'était pas présente à Cleveland, et encore moins à feu de nos amis les Milwaukee Bucks, hein, qui c'était même leur faiblesse, hein, les Bucks. Mais voilà, je me demande à quel point ce point-là, ces close-out extrêmement agressifs et cette stratégie de les run off the line pourrait pas marcher et un peu forcer Indiana à avoir une fréquence à 3 points un peu plus faible que prévu, ou à insister sur des tirs de 3 points de qualité un peu moins bonne qu'auparavant. Et donc, passons désormais à l'autre côté du terrain, bien sûr, l'attaque d'OKC contre la défense d'Indiana. Bon là, je peux vous le dire, clairement, ça va être un peu moins long, il y aura moins de trucs à détailler, parce que la bataille tactique est peut-être un peu moins passionnante, il y a moins de variance, il y a moins de... Pas de variance, pardon, il y a moins d'éléments à détailler, de possibilités, d'options, etc. Mais donc, allons-y tout de même. La leçon de OKC contre Denver, au deuxième tour, c'est que on a vu que OKC était à ce point fabuleux pour les fameuses marges, donc transition, rebond offensif, la bataille des turnovers, etc. Donc tout un peu les domaines à la marge, en plus du simple jeu de demi-terrain. OKC était tellement bon au niveau des marges qu'ils ont réussi à gagner et à éliminer Denver, malgré une efficacité à 3 points totalement absente. Ça, c'est un peu la leçon de la série
d'avant, de la série de deuxième tour. C'est-à-dire OKC et leur défense est tellement incroyable que même une série où les mecs ont mis leurs 3 points, allez, un ou deux matchs sur 7, je sais plus exactement, mais voilà. En fait, c'est passé même sans les 3 points, tellement ils sont fabuleux. Ce qu'on a vu au tour d'après, c'est que pour moi, si OKC met ses 3 points, en fait, merci, bonsoir. Cette équipe, elle est injouable. Et je parle notamment du fait que la stratégie face à HDA, c'est toujours un peu la même. Réduire le terrain, boucher les espaces et laisser ouvert des mecs à 3 points, hein, quitte à dézoner en abandonnant des shooters pour mieux protéger, mieux réduire le terrain autour de HDA. Donc les fameux stunts, hein, comme on dit contre Denver, on l'a bien détaillé, les stunts qui viennent un peu boucher le terrain en tête de raquette, qui abandonnent des shooters sur les ailes, et c'est pas grave. Le but étant de stopper SGA très tôt dans la possession, très tôt dans le drive, et de forcer la balle à aller ailleurs. Voilà, ça c'était Denver. Les 3 points ne sont pas rentrés. Chet a été mauvais, Isaiah Joe a été mauvais. Les deux qui sont censés être les meilleurs contre Denver, ils ont été nuls. Ce qu'on a vu, notamment, je crois que c'était le match, il gagne le 3 Minnesota, donc c'est le 4. À partir du 4, on a vu qu'un OKC où les fameux stunt beaters, donc les batteurs, hein, pas les batteurs, les casseurs, les terrasseurs de stunt, les mecs qui sont capables de punir ce stunt, donc Isaiah Joe, Chet Holmgren, ces mecs-là, quand eux mettent leurs 3 points, pour moi, cette équipe de KC, elle est injouable. C'est un peu leur seule faiblesse, hein, pour le coup. C'est leur seule faiblesse. C'est la faiblesse qu'a exploité Dallas l'an passé. C'est la faiblesse qu'a essayé d'exploiter Denver cette année. Mais ils ont réussi. Mais c'est juste que la défense était tellement bonne que c'est passé quand même. Mais c'est leur seule faiblesse. Et là, le match 4, j'ai été émerveillé par cette équipe de KC où en fait, t'es un peu obligé de freiner SGA. Et donc pour le faire, tu resserres tout autour de lui. Donc lui, il fait la passe. Des lectures assez simples. Il fait la passe, des shooters ouverts. Si ces shooters mettent les tirs, c'est fini, ciao. Et donc, je le dis d'entrée de jeu parce que, là encore, j'ai parlé de la réussite à 3 points, du shot-making, la magie des Pacers shot-making pour leur attaque tout à l'heure. Là, on est aussi un peu obligé de commencer par ça parce que pour moi, si OKC est en réussite, voire sur-réussite sur 4-5 matchs, une série de playoffs, ça peut être très très court, hein, donc un échantillon très court, un échantillon tellement court qu'il peut être sujet à de grandes variations aléatoires, pas forcément prévues. Mais voilà, si on a un OKC qui met, 40% de ses 3 points sur les 3 premiers matchs, ou les 4 premiers, ça peut être plié très vite. Et qu'importe ce que feront les Pacers de l'autre côté. Donc, toujours ça à garder en tête, c'est peut-être le moins intéressant tactiquement. Je m'excuse, c'est trivial de dire ça, mais c'est vrai. Quand on le pondère, c'est vrai, c'est pas intéressant, mais c'est important. Pas intéressant, mais important. Ça pourrait être le slogan du Basket Lab, quoique non, on n'est même pas important. Non, mais voilà, vous voyez un peu l'idée. Donc voilà, si OKC met les 3 points, pour moi, je pense que c'est un peu finito. Malheureusement, parce qu'il y a un tel écart entre ces deux équipes de base. Bref, une fois n'est pas coutume, faisons l'inverse de tout à l'heure. Commençons par les match-ups. C'est hyper intéressant là-dessus, les match-ups défensifs. Et là de suite, une question se pose également. Et toujours à propos de ces deux AN, de ces deux Aaron Smith, Andrew Nembhard. La question entre les deux, mais qui va défendre SGA? Toujours un peu pareil. De l'autre côté, je pense que Tyrese Haliburton va être caché sur Lou Dort, hein, assez classique. On met Haliburton qui peut être ciblé, lui aussi, sur des pick and roll entre petits. On le met sur le moins bon attaquant du lot, évidemment. Donc Haliburton sur Lou Dort. Miles Turner sur Hartenstein. Ça, je pense que ça va être comme ça, à mon avis. Et puis, à partir de maintenant, on réfléchit. Parce que c'est pas simple. Donc, les options, c'est quoi? C'est soit Nesmith, soit Nembhard sur SGA. D'accord. Ce qui nous laisserait Pascal Siakam sur Chet Holmgren ou Jalen Williams. Mais là-dessus, on ne sait pas sur qui mettre Siakam tant qu'on ne sait pas qui est-ce qu'on met sur SGA. Parce que imaginez qu'on met Siakam sur Jalen Williams, bon d'accord, c'est bien, bon morphotype, bon match-up, d'accord. Mais sauf que si de l'autre côté, on a mis Naismith, Aaron Smith sur SGA, ça veut dire que le petit Nembhard doit se taper de prendre Chet Holmgren. Bon, ça, c'est pas possible. Donc au final, le match-up de Siakam va être dicté par qui va être le match-up de Nembhard ou Naismith. Et donc, en l'occurrence, quel est le choix qui peut être fait? Moi, je pense que le meilleur match-up, ça pourrait être Naismith. J'avoue que je préférais avoir un Naismith. Pourquoi? Parce que
il y a un aspect très concret de puissance dans le jeu de SGA. D'ailleurs, c'est comme ça on l'avait expliqué, comme ça qu'il arrive à obtenir autant de lancers francs, c'est qu'en fait, 80% des possessions, il est tellement puissant, il descend son centre de gravité très bas, il va te bousculer, et puis la dernière fois sur 5, où il t'attaque en puissance, en fait, il t'attaque pas en puissance. Il fait semblant de t'attaquer en puissance, et toi, t'es prêt à le repousser, et il se jette sur le côté, ça fait une faute, parce que voilà, c'est bien vendu, parce que les autres fois sur 5, les 4 fois sur 5, il y va en puissance, donc toi, tu te prépares à le repousser, et quand tu le repousses, il se laisse tomber, et il joue bien le contact, donc voilà. Mais moi, face à un attaquant comme ça, j'avoue que je préférerais la puissance, la taille et la longueur de Naismith. Mais, comme dit, le problème, c'est que ça arrange pas le reste des match-ups, quoi. Ça arrange pas du tout le reste des match-ups, parce que ça voudrait dire que Andrew Nembhard doit se retrouver sur soit Chet Holmgren, soit Jalen Williams. Donc, c'est pas trop possible. Je pense que ça m'a l'air un peu compliqué de partir là-dessus. Dans les deux cas, ce serait un mismatch de taille assez évident. Donc, malheureusement, je pense que Naismith ne pourra pas tant que ça être sur Nembhard, à moins qu'on ait un changement de line-up. Hein. Je ne sais pas, on verra bien. Mais le plus possible, une fois que le match aura commencé et qu'on ne sera pas sur les titulaires versus titulaires, j'aimerais bien avoir du Naismith pour ça, pour son profil physique. Alors que Nembhard, je dois dire, je pense que c'est un mec que SGA peut attaquer différemment. Il peut attaquer, il n'y a même pas besoin de pick and roll en fait, il peut l'attaquer en 1 contre 1. Il suffit juste de libérer un peu d'espace et il attaque en 1 contre 1. Et Nembhard, j'aime beaucoup, hein, mais Nembhard, c'est pas Chris Dunn, c'est pas des mecs comme ça, quoi. C'est un mec qui est un peu petit, il est très bon, hein, très très bons instincts, des très très bons appuis, ça coulisse bien, mais un peu petit par rapport à SGA, pas très puissant. Donc je redoute un peu cet aspect de c'est offrir un peu un match-up non pas facile, mais exploitable pour SGA. Donc c'est un peu ma crainte. Mais en même temps, je vois pas trop comment ils peuvent faire d'autre. Donc on pourrait partir comme ça de base et voir à quel point ça peut tenir, d'ailleurs. Et au pire, on fera des ajustements. Mais je pense qu'on va partir, donc, résumant sur Haliburton, Lou Dort, ça me paraît assez évident. Turner sur Hartenstein. Siakam sur, je pense, Chet Holmgren. Naismith sur Jalen Williams. Et qu'est-ce que j'ai oublié ? Nembhard sur SGA, j'ai déjà dit. Bon, bref, voilà. Voilà un peu au niveau des match-ups, je pense. Et en fait, non, même pas, c'est vrai que c'est même pas sûr. Entre Siakam et Naismith, au final, on peut aussi en arriver à se dire, est-ce qu'on pourrait pas switcher ? Est-ce qu'on pourrait pas aussi essayer de tenter de faire du Siakam qui défend Jalen Williams et Naismith qui va défendre Chet Holmgren ? Bon, à voir, mais Chet Holmgren, c'est pas non plus le mec qui, de base, peut être un peu implacable pour punir un mec au poste bas de type Naismith. Donc, pourquoi pas tenter un peu ça ? Pour le coup, ça pourrait être un peu intéressant. Et le but étant quoi ? Le but étant que quand Chet va être sur l'aile à 3 points loin du panier, ce sera Naismith coincé là-dessus. Et comme ça, on utilise la plus grande taille et plus grande longueur de bras de Pascal Siakam un peu en deuxième rideau. Donc, ce serait un peu l'idée. Donc, voilà. À présent, la question principale, au-delà des match-ups, c'est comment stopper SGA ? Bon, j'ai déjà un peu dit, mais il y a la stratégie un peu classique du stunt, en fait. De, très simplement, réduire les espaces, boucher les espaces et essayer de stopper SGA non pas au panier mais avant, de stopper le plus tôt possible dans le drive, et donc les fameux stunts devenir des mecs qui sont off-ball, qui viennent jaillir sur les lignes de passe ou voire même faire des pré-rotations et se mettre avant que le mec commence à driver, occuper l'espace en tête de raquette, la fameuse gap defense, et se mettre dans les gaps, dans les espaces, et de cette manière un peu priver SGA de pouvoir pénétrer. Mais comme on a dit, c'est exactement ce qu'a fait Dallas, c'est ce qu'a fait Denver, ce qu'ont fait les Wolves aussi. Pour le coup, les Wolves, ils ont fait ça en augmentant le curseur d'agressivité de ces stunts de manière assez spectaculaire à partir de la deuxième partie de série. Malheureusement, ils sont tombés sur des OKC qui a mis cette série-là. Mais eux, ils l'ont fait avec un degré d'agressivité vraiment assez épatant. Pour le coup, les Wolves. Mais on a vu aussi Denver faire de la zone avec, c'est pas des stunts, mais grosso modo, le principe était un peu pareil. C'est-à-dire se resserrer autour de la raquette, une zone qui permet d'occuper l'espace de la raquette et forcer le ballon à aller ailleurs et empêcher que le ballon et SGA puissent driver plein centre, péter la défense plein centre et soit aller proche du panier, soit créer du passing pour les autres en ressortant, etc., etc. Donc ça, c'est le plan de base. Maintenant, quid des Pacers ? Les Pacers peuvent-ils refaire ce genre de schéma ? J'avoue que c'est quand même pas évident. C'est pas évident dans le sens où, c'est une défense qui fonctionne aussi avec de la présence dans le nail, comme on dit, donc en tête de raquette, mais je pense que la qualité de ces rotations, peut-être que je me trompe, mais la qualité, elle est en dessous de
de Dallas l'an passé. Je pense que Dallas était quand même assez génial là-dessus, avec des mecs comme Washington, comme Derrick Jones Jr., comme même Gafford Lively, quand il était off-ball, qui devait aller en tête de raquette, occuper l'espace, et pas Edge and Recover, pardon, Stunt and Recover, ils étaient très bons. Je pense que Denver aussi est une équipe un peu d'élite là-dessus, ils l'ont toujours été. Les Wolves, n'en parlons pas, quand les stunts, quand le rétrécissage du terrain est fait par des Edwards, par des McDaniels, par des mecs comme ça, bon, c'est quand même assez épatant, et ça va très vite, et c'est d'élite de chez l'élite. Peut-être que Indiana, on est un cran en dessous, à mon avis, de ce genre de choses, même si Nembhard est très bon off-ball, mais il n'y a peut-être pas le même volume que quand c'est un mec beaucoup plus grand, de type Washington, ou de type, je sais pas moi, de type McDaniels. Quand c'est McDaniels, c'est ses très très longs bras, sa grande taille, qui fait un peu cet essuie-glace, elle, tête de raquette, et de nouveau sur l'aile. Bon, pour la même quantité de temps, il couvre plus de terrain, forcément. Donc, je ne sais pas, mais encore là, on parle que des titulaires, et je pense que les titulaires, c'est pas mal. Hein. Nesmith, Nembhard, celui qui ne sera pas sur LGA, il sera en stunt, donc ça, d'accord. Mais bon, le problème, ça va être aussi sur le reste de l'effectif, et sur notamment les remplaçants. Quand tu vas avoir du Obi Toppin, quand tu vas avoir du TJ McConnell, quand tu vas avoir des mecs comme ça, quand même Maturine aussi, bon, c'est quand même un degré de compétence de stunt un peu moins grand, donc ce fameux quadrillage de terrain, il va être un peu compliqué à faire. Et voilà, je pense qu'on a affaire à une qualité de défense off-ball qui est beaucoup moins élite que certains autres adversaires précédents de nos amis d'OKC. Et après, c'est vrai que ce qui est intéressant aussi avec ce match-up, c'est que au final, OKC, qui est une équipe qui ne fonctionne pas tant que ça sur le pick and roll, on va dire 1-5, le pick and roll meneur poste 1 et pivot poste 5. Et je pense que là, précisément, il n'y a même pas tant que ça d'intérêt de passer absolument par un ciblage de Miles Turner. Ça peut être intéressant, mais à mon avis, c'est moins important. Autant Donovan Mitchell fonctionne beaucoup là-dessus, sur impliquer le gros, aller au panier à partir du pick and roll, le flotteur, la mi-distance, Garland pareil, ou des Brunson évidemment. Brunson est un des meilleurs joueurs de pick and roll de NBA, un des meilleurs scoreurs de pick and roll de NBA. Là, pour le coup, SGA, il n'y a même pas besoin de passer par là, quoi. SGA peut aussi attaquer d'autres manières, il préfère même attaquer d'autres manières. Je dis ça pourquoi ? Parce que, en vérité, si Miles Turner est au match-up est en défense sur Hartenstein, bon, c'est un peu dommage, parce que s'il avait été sur Chet t'aurait eu le pick and pop, Chet t'aurait eu la verticalité du alley-oop dans le dos de Miles Turner, donc ça aurait été bien. Mais là, non. Là, Turner sur Hartenstein, il n'y a pas ça. Indiana, de par ce match-up, prive un peu OKC de la menace de alley-oop, de la menace de pick and pop, etc. Mais ce que je dis, c'est que, précisément, c'est pas grave. Précisément, c'est pas grave parce qu'on peut attaquer autrement, et donc on n'a pas besoin de se frotter à ce manque à gagner, quoi. Donc le fait est aussi que je pense qu'on va avoir beaucoup d'attaques d'OKC, un peu comme d'hab, c'est-à-dire attaquer des petits, les fameux pick and roll entre petits, donc cette fois ça va être sur Haliburton, ou bien juste l'isolation, en fait. LGA est aussi fantastique sur l'isolation, donc on pourra aussi avoir une partie de l'attaque qui va venir là-dessus. Par ailleurs, il y a un truc qui est assez intéressant, c'est que, bon, Haliburton, ça va être le dilemme. Switch ou pas switch, on va un peu alterner les deux, je pense, pour un peu essayer de surprendre et de pas que l'équipe en face, que SGA n'ait pas la solution avant, donc on va un peu alterner, évidemment. Mais non, ce qui est intéressant, c'est comment vont se comporter les Pacers vis-à-vis de Siakam, de Pascal Siakam. Est-ce que les pick and roll où on va amener Siakam sur l'écran avec SGA, est-ce qu'on switch, ou est-ce qu'on essaye de faire un peu un edge, un peu normal, couverture un peu classique? Ça, c'est un peu, ça sera la question pour moi. Parce que Turner ne peut pas switcher. Donc ça, la question ne se pose pas. D'accord. Mais, vis-à-vis de Siakam, si en plus Siakam est au marquage d'un mec comme Chet, ça peut être intéressant de switcher. Pour justement, si tu switches, tu ne concèdes pas le pick and pop un peu tout seul de Chet qui s'écarte vite, ou le pick and roll où il va plonger au panier avec sa verticalité, sa longueur, etc. etc. Donc, on pourrait avoir l'option de Siakam, le pick and roll, des postes 1 à 4, on va switcher. Voilà, juste Siakam, tu switches sur SGA. Mais donc, ce qui nous amène peut-être potentiellement un point de bascule de quid de Chet pour punir des défenseurs plus petits. Si Siakam change sur Haliburton, forcément le défenseur d'Haliburton va changer sur Chet. Et à ce moment-là, quid de Chet ? Est-ce que Chet est capable d'aller punir isolation ou poste bas et d'attaquer un peu frontalement ? Donc ça va être soit Nembhard, soit Nesmith. Il peut, mais on n'est pas sur quelqu'un qui... on n'est pas sur Jokic, on n'est pas sur des mecs comme ça, où c'est un peu automatique dès qu'on a le switch. Chet, il peut. Il a d'ailleurs été assez bon, je trouve, sur ses playoffs pour le faire, mais point de bascule et point à surveiller au final, on pourrait retrouver OKC qui s'en remet à ces situations, parce que c'est ce que dicte en face la défense des Pacers. Donc voilà. Et puis aussi également, par rapport à SGA, c'est vrai que il y a deux aspects. Il y a l'aspect de la semi-transition
qui est un aspect qu'on a déjà développé, mais c'est comme ça qu'il avait un peu réussi à contourner les stunts et le quadrillage du terrain de Denver, c'est on attaque très tôt, on n'attend pas que Denver, jeu posé, demi-terrain, se mette en place, bouge l'espace, non, on fait attaquer HDA le plus tôt possible, comme ça, hop, on évite ce quadrillage, et puis, l'autre façon, et l'autre truc qui a très bien marché, je trouve, sur les playoffs, et notamment, surtout la série contre les Wolves, c'est le quadrillage du terrain, mais offensivement. Alors, on en avait parlé d'ailleurs en preview de la finale de conf, et ça a marché, et Mark Daniel et OKC ont été bien meilleurs que sur la série de l'an passé contre Dallas, où ça avait mis un peu de temps à venir, mais en fait, c'est le fameux, juste, on quadrille le terrain de la bonne manière pour que Shai Gilgeous-Alexander puisse faire tranquillement de l'isolation. Et par là, on entend qu'il est de l'espace. Et donc, ce fameux quadrillage un peu classique, qu'est-ce que c'est? Vous le connaissez, c'est on fait attaquer HDA à partir d'une aile, d'accord? Il est sur l'aile, ou plutôt plein centre, un peu décalé d'un côté, quoi, sur l'aile. À une passe près, dans le corner, personne sur l'aile, mais dans le corner, on met un shooter de bon niveau, et personne à côté directement, de l'autre côté, mais un autre shooter sur l'autre aile de l'autre côté. Donc imaginez, on est plein centre, mais un peu penché vers la droite, côté plein centre un peu vers la droite, HDA qui va attaquer par là, main droite, ok. Dans le corner, on met Chet Holmgren ou Isaiah Joe, d'accord. Et de l'autre côté, on met un autre. On met Wiggins, on met Isaiah Joe, on met Chet Holmgren, bref, vous avez compris. Et comme ça, on essaie de libérer un boulevard comme ça pour un drive de HDA. Et soit les mecs restent sur leur shooter, ne viennent pas aider, et donc vrai 1 contre 1 pour HDA qui va au panier, soit les mecs viennent aider, et ça libère des 3 points faciles, puisque si tu viens aider depuis une passe près, comme on dit, donc en une passe, directement, le ballon va vers un catch and shoot ouvert, et ça, je trouve que la série, le plan de jeu déroulé contre les Wolves a été parfait du début à la fin, alors que, comme dit, c'était un peu un de mes reproches contre Dallas l'an passé, c'est que ça avait mis du temps à se faire. Ça n'avait pas été parfait tout le temps, et ça avait mis du temps à se faire cette bonne structuration de l'attaque pour libérer de l'espace. Là, c'était parfait, et donc là, je m'attends aussi à revoir un peu de ceci, mais bref, clôturons le chapitre HDA, il n'y a pas plus à dire, je pense, c'est assez simple, mine de rien, l'équation. L'autre aspect qui m'intéresse, c'est Jalen Williams, la création secondaire, puisque ça a été pendant longtemps un point d'interrogation, ça a été assez irrégulier, souvenez-vous, contre Denver, en sortie des playoffs 2024, on se dit, ah mince, ça marche pas, playoffs 2025 contre Denver, première vraie série, on se dit, ah, il y a du bon et du moins bon. Le bon, c'était contre de l'homme à homme, notamment match 3, je crois, qui était excellentissime. Mais dès que ça passait en zone, l'attaque de Jalen a été un peu, même largement neutralisée. Donc, c'était un problème. La série d'après, contre les Wolves, on a vu un Williams qui, je trouve, a été assez étincelant, notamment avec une capacité à mettre les tirs, le fameux shot-making, assez impressionnant contre des Wolves qui ont fait comme Denver au tour d'avant, qui avaient fait comme Dallas l'an passé, c'est-à-dire Jalen Williams, c'est pas encore un driver d'élite, donc on peut se permettre de rester en drop et de laisser venir pour protéger le panier et de rester un peu en retrait. Il va pas nous attaquer. Il va pas attaquer tant que ça, il va pas nous passer par-dessus pour aller chercher la faute ou le layup. Et grosso modo, le drop face à Jalen Williams, c'est un peu un classique. Pourquoi? Parce que ça bloque le panier et ça l'incite à prendre le long tir à 2 points. En l'occurrence, contre les Wolves, il a été très bon. Il a été très très bon avec un shot-making qui a mis tous les tirs que les Wolves ont bien voulu lui offrir. Donc là, quid de ce shot-making en finale? Quid également de qui va être son match-up principal? On a dit, on n'est pas sûr au niveau des match-ups défensifs, mais admettons qu'il soit défendu par Siakam. Bon, c'est vrai que ça peut être intéressant d'impliquer Siakam défensivement sur plein de pick and roll, parce que Siakam est, on va dire, un intérieur défensif, très mobile, etc., mais qui est peut-être pas à ce point navigateur d'écran comme un vrai extérieur. Il n'a pas c'est pas Nembhard, c'est pas Nesmith. Donc, l'intérêt, c'est que si Indiana veut mettre Siakam sur Williams, ça veut dire que OKC en retour peut impliquer Siakam sur des situations où il est un peu moins à l'aise. Je pense que c'est un peu comme ça qu'on pourrait le formuler. Donc, importance, ou quid en tout cas, quid du jeu à 2 avec Hartenstein, qui est un peu le socle de la seconde unité. Alors, soit un pick and roll classique où c'est Williams qui a la balle, soit sinon un jeu de main à main où c'est Hartenstein qui a la balle et Williams vient un peu lui tourner autour. Mais dans tous les cas, je pense que ça peut être un aspect un peu important à surveiller de ce point de vue-là par rapport à tout ceci. Bref, ça c'était pour l'aspect tactique. Comme dit, il y a moins de choses à dérouler ici de ce côté-là. Je pense, on peut quand même rajouter le fait que, à surveiller également utilisation et shot-making de notamment Isaiah Joe. Parce que si Isaiah Joe fait une bonne série, ça veut dire que OKC fera une bonne série à 3 points et que ce sera fini. Donc tu as aussi besoin et envie d'avoir ton shooter d'élite qui met ses shoots.
ça n'a pas tout le temps été le cas en playoff. Et s'il ne l'aimait pas, en fait, il n'est pas jouable parce que défensivement, il te coûte des points. Mais Isaiah Joe, j'ai aussi hâte de voir le temps de jeu d'un Kenrich Williams ou d'un Aaron Wiggins, qui, je pense, peut être un élément, comme on dit, un connecteur de très bon niveau, qui, si Indiana commence eux aussi à développer, à déployer ses défenses en stunt, un peu bouchage de terrain, etc., tu as besoin de mecs comme Wiggins, qui est un bon shooter à 3 points, mais qui surtout peut attaquer les close-out, et peut faire l'extra pass en sortie de dribble, etc. Donc voilà, bon bref, pour la tactique, on peut ne pas en faire beaucoup plus. Cela dit, pour dézoomer un peu, dernièrement, et après on conclut cette preview qui est beaucoup trop longue, décidément, qui va sortir un peu tard malheureusement aussi, mais non, l'aspect aussi intéressant pour moi, c'est que la défense d'Indiana est devenue meilleure depuis 2 ans sur la création de turnover. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas élites, même pas du tout, et qu'en face, on a une équipe de OKC qui perd très, très, très peu de ballons. C'est même l'équipe qui perd le moins de ballons de toute la NBA en termes de moyenne de saison régulière, en tout cas. Mais voilà, c'est aussi une attaque qui a assez peu de passing, qui a des mecs très propres en termes de déchets. Donc voilà, c'est pas étonnant de les voir en tant que première attaque de NBA, et ça fait aussi partie de leur jeu de possession. Pour le coup, ils sont pas bons au rebond offensif, rebond défensif, mais ils sont bons sur les turnovers. Et c'est un peu comme ça qu'ils gagnent. Turnover défensif, ils créent des pertes de balles adverses, mais en plus eux-mêmes concèdent que très peu de pertes de balles. Donc là encore, sur ces duels un peu macroscopiques qu'on essaie de voir, on a vu qu'ils étaient quasiment tous un peu à l'avantage d'OKC ou à égalité, mais aucun n'était en faveur d'Indiana de l'autre côté du terrain. Là, c'est vrai que c'est un peu pareil. Parce que voilà, je pense pas que cette équipe d'Indiana ait forcément les moyens d'arriver à générer des tonnes de pertes de balles à cette attaque d'OKC. D'ailleurs, on a vu que au tour d'avant, on a sans doute eu affaire à, là encore, une des meilleures défenses en termes de playmaking défensif, les Wolves. Au final, OKC s'en sort très très bien. Il y a un match où ils sont pas bons, c'est le fameux match 3, mais bon, tout a été mauvais dans ce match-là. Mais à part ça, ils font des perfs qui sont soit au niveau de la moyenne, soit même très bonnes. Donc, il n'y a pas eu tant que ça d'avalanche de pertes de balles, alors qu'ils ont affronté une défense qui était assez redoutable dans l'exercice, les Wolves. Là, les Pacers, je pense que, de base en tout cas, le match-up part pas forcément en leur faveur. Je pense pas qu'il y ait des tonnes de valeur grattées ici, niveau perte de balles, pour Indiana. Bref, il y aurait peut-être d'autres choses à dire, mais on va pas les dire, puisqu'on est déjà quasiment à 2 heures d'émission, donc ça fait quand même beaucoup pour la preview, on va s'arrêter là. On fera des points réguliers, on fera des podcasts réguliers, on fera de la vidéo régulière et des lives si on y arrive. Mais voici pour cette preview tactique, et vous comprenez que, non pas que je veuille m'aventurer à faire des pronostics, mais c'est vrai que de base, et j'enfonce des portes ouvertes quand je dis ça, mais bon, de base, l'équipe est plus forte, ça, à peu près tout le monde peut vous le dire. Mais vous voyez que quand on va dans le détail tactique, microscopique, macroscopique, etc., quand on détaille un peu tactiquement cet affrontement, bon, il y a quand même pas mal de solutions ou d'aspects du jeu qui penchent plutôt côté OKC. Donc l'aspect favori se confirme, le niveau général d'accord, mais l'aspect favori se confirme aussi dans les détails. Donc voici pour cette grande preview tactique des finales NBA 2025 entre le Oklahoma City Thunder et les Indiana Pacers. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Et comme disait Gandalf, un magicien n'arrive jamais en retard. Ni en avance d'ailleurs, il arrive précisément à l'heure prévue. Mais non, je m'excuse. Déjà, je suis pas magicien, mais non, je m'excuse pour ce retard. J'aurais voulu, comme d'habitude, que le podcast sorte ce matin. J'espère que ce sera pas trop tard pour vous, mais j'ai eu des complications. J'arrivais pas à parler. Voilà, pour vous dire la vérité. Je sais pas pourquoi. J'ai la bouche sèche depuis 2 jours, là, vous le voyez. Donc je m'excuse déjà que j'ai pas une diction de base. Je n'arrivais pas à enregistrer ce podcast. Je me rendais tous les mots. C'était assez atroce. Donc je m'excuse aussi pour la qualité de ma voix qui n'a pas dû être bonne du tout dans ce podcast. Je galérais. Bref, on s'en fiche de ma vie, c'est pas très intéressant, mais en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette preview. J'espère que vous avez eu le temps de l'écouter avant les finales, quoique, pour le coup, bon, si le match 1 est déjà passé ou le match 2, c'est pas très grave, c'est quand même la même série, avec les mêmes enjeux tactiques, donc pour le coup, je suis un peu de l'école où une preview, ça peut s'écouter même après un match 1 ou un match 2, c'est pas très grave, mais voilà, on y est arrivé, décidément, cette saison, elle est compliquée, mais on y est arrivé, on a sorti le podcast avant le match 1, c'est très cool, et donc pour la suite, décidément, j'arrive toujours pas à parler, c'est atroce, je sais pas ce qui m'arrive.
On va se retrouver bientôt, dès demain je pense, dès demain pour un débrief du match 1, je pense, en audio, en podcast. Et puis si on y arrive, on fera de la vidéo ou on fera aussi des lives. Je vais essayer de relancer les lives en prime time. Je sais que Azad et Baptiste sont par là pour les finales, donc ça pourrait être un peu plus simple de le faire ensemble. Restez branchés, je ne promets rien, j'arrête de promettre dans cette année catastrophique. Mais voilà, on se retrouve au moins demain pour parler et débriefer le match 1 des finales NBA. Et j'espère que j'aurai retrouvé un peu de salive parce que ça va commencer à m'énerver si je suis pas capable d'articuler comme une boîte en carton. Bref. Et donc sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir écouté jusqu'au bout, malgré ma diction et mon articulation catastrophique. Un grand merci pour votre soutien comme d'habitude. Merci beaucoup. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.